Bienvenue tout le monde, on se connaît tous, on dirait. 23e événement de Crypto Montreal. Pourquoi j'ai fait l'événement au niveau de comment trader mes stratégies ou les stratégies? Surtout au niveau de ce que j'aimerais savoir quand j'ai débuté il y a environ à plus gérer mes cryptos, là, plus activement. J'aurais aimé ça, apprendre ce que je veux aujourd'hui, puis je le vois pas comme moi, je suis un trader, pas du tout. Je vais juste partager ce que je sais, je connais la base. Par la suite, on a d'autres personnes ici qui savent comment trader, voir vos opinions là-dessus. C'est vraiment plus pour partager ça. Je suis pas du tout dans le mode « je suis un trader ». Je suis surtout pas ici pour vous dire « acheter tel crypto versus tel crypto ». Pas du tout non plus. Voilà. Commençons, comme d'habitude, une petite présentation, on a du temps. Le micro, qui veut commencer? À la droite ou à la gauche? À la gauche. Puis, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager qui pourrait t'aider en général? Tu lances, mettons, là, ta ligne là, à l'eau, puis tu dirais, hey, s'il y a quelqu'un qui sait ça, s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ça, ça serait cool. Lance ça at large, une question at large, tout en te présentant. La seule chose que je pense pas être utile pour un débutant, c'est de ne pas écouter les conseils qui se trouvent un peu n'importe où sur Internet. OK? Parce que tu vas sur les forums, sur les chats en ligne, des choses, tout le monde dit ah, achète ça. Mm-hmm. C'est rarement des confirmés, rarement des gens qui te disent d'acheter ça pour ton profit à toi. Ouais. Pas mal tout. Je suis pas un expert non plus là-dedans. Parfait. Mais tu es capable de t'arranger pour trader Ouais. des trucs de base. Je me débrouille, je suis capable de savoir ce que je fais. Ouais. Il faut savoir mesurer les risques qu'on est capable de prendre. Ouais. Pas tout mettre ses œufs au même panier, là, mais sinon. Parfait. Good. On va laisser la photo se prendre. Le timing était mauvais. On est rendu à toi. Mademoiselle, Quelle est la question? la question, si tu veux bien te présenter, puis y a-t-il une question en général que tu as at large, que tu dis, ah, ce serait le fun que j'ai une réponse sur cette question-là? Peu importe sur les cryptos, peu importe sur quoi. Question at large, sur la vie. Ça, c'est trop difficile. Genre, à vous une marque de démarreur à distance à me conseiller, genre, je sais pas, at large. Je vais me présenter, je suis Tamara, je suis enthousiaste de la blockchain et de la crypto. Mais donc, mais encore, je suis vraiment curieuse Ouais. où on va arriver avec cette technologie. Si vous avez les réponses, OK, ce serait intéressant de Ouais, ça, savoir votre opinion. c'est la question. Moi, je pense qu'un jour, on va tendre vers avoir des transactions sur les blockchains publiques. C'est ce que je pense, Ok. en général. Comme on a tendu dans les années 90 à mettre nos transactions sur l'Internet versus que continuer à s'envoyer des colis, s'envoyer des lettres, s'envoyer des emails. Là, maintenant, on s'envoie des communications par chat. Tout ça, ça passe à travers l'Internet. Donc, avant qu'Internet arrive, on ne s'imaginait pas que ça pouvait arriver. Je pense que la même chose va arriver avec les transactions. Et qu'est-ce que tu penses? Ce seront les transactions anonymes? Parce que tu sais que la question d'anonymat et de la confidentialité est importante pour moi. Mm-hmm. Internet a fait beaucoup de choses pour nous, mais il a créé aussi beaucoup de problèmes avec l'anonymat et la confidentialité. Je pense que la même chose est avec la blockchain. Cette technologie va créer beaucoup de problèmes. Je pense qu'on va avoir l'effet Amazon, c'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui va se créer qui est pris par un gros joueur qui ne sera pas nécessairement privé et qui va avoir des geeks, probablement un peu comme nous ici, qui vont préférer utiliser des systèmes parallèles tels que, je vais faire une comparaison, mettons tel que Telegram. C'est pas la majorité des gens qui utilisent Telegram qui, lui, est très privé, très encrypté. La plupart des gens aiment utiliser Messenger de Facebook. Ils se foutent bien que ce soit monitoré. Je pense que cette culture-là va demeurer auprès du grand public en général. Puis si c'est Amazon ou si c'est Apple qui donne ce service-là, ben les gens vont utiliser ça parce que c'est plus facile. Et puis, peu importe si c'est encrypté ou non, pour la plupart des gens, ça ne sera pas un enjeu. Voilà. Ça ressemble à ça. Merci. All right. Bonjour, la présentation.
présentation succincte. Je suis un développeur présentement, pas nécessairement blockchain, mais probablement blockchain. Mhm. Je suis principalement pour apprendre plus sur la technologie, comment ça fonctionne, un peu tous les sphères que ça touche. Que ce soit résoudre des problèmes d'entreprise, des processus, améliorer l'efficacité de certains processus ou développer des crypto-monnaies ou d'autres entreprises ou projets qui pourraient profiter de la blockchain ou de la décentralisation. J'ai aussi pas mal de a lot of concern about privacy, data, and big corporations taking all of our data and not giving us much values for this. For them, yep. Parfait. That's my concern. C'est une question générale que tu dis, la question que Néo se pose, là. C'est quoi cette question-là? Pas de question Que le Néo en pour toi. l'instant, ça va venir au fil Non? des discussions. All right. C'est bon. Thanks. Moi, c'est Joss. Salut, monsieur. Donc, je suis arrivé dans la crypto par Bitcoin en 2017, milieu 2017. Et du coup, je comprenais rien au trading, elle commence à bouger, donc je me suis intéressé un peu à ça. Mhm. Donc, maintenant, j'étudie beaucoup plus le trading, les charts, comment ça marche. Et du coup, ça commence à me diriger un peu plus vers les marchés traditionnels et comprendre un peu tout ça. OK. Toi, ça a fait l'inverse. Grâce aux Ouais, crypto, exactement. tu t'intéressais au traditionnel. En fait, grâce aux crypto, je me suis commencé à m'intéresser aux fondamentales Ouais. de la blockchain, Bitcoin, tout ça. Et après, vu que je comprenais rien à comment ça bougeait tous ces prix, là, donc je commence à m'intéresser. Puis, Cool. de fil en aiguille, je suis arrivé à m'ouvrir un compte sur TradingView. Exact, exact. OK. Voilà. Et si j'avais une question, moi, ce serait plutôt pour le trading. Je commence à faire un peu le tour des oscillateurs et des indicateurs et tout ça. Là, je commence à m'intéresser à l'Ishimoku Clyde. Ah, je connais pas. Donc c'est un peu balèze. Donc, Tu m'en parleras tantôt. Tu nous en parleras tantôt, hein. Voilà. Cool. Je suis plutôt à suivre les trends, dans les momentum et ce genre de choses. Et, c'est plutôt mon style de trading. Parfait. Pour l'instant, je suis plutôt en paper trading OK. pour me mettre, mais je compte mettre un peu de skin in the game bientôt. All right. Tu te prépares pour les grands moments. Excellent. Pascal, donc je travaille pour une boîte de blockchain qui ne fait pas du tout de crypto, mais dont les investisseurs sont fait beaucoup d'argent dans le Bitcoin, en minant des Bitcoins. OK. C'est pour ça qu'ils ont pu créer leur entreprise dans le domaine de la blockchain. Mhm. Moi, j'ai une question sur où on en est dans les échanges, les plateformes d'échange canadiennes. OK. On a d'autres qui devaient arriver sur le marché. Et ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de regarder qu'est-ce qu'on en est au niveau du Canada. Ouais. Et également au niveau de la législation, j'ai entendu que pour le moment on n'a pas de législation au Canada. OK, continue. Et ça m'intéresse de savoir si vous avez des inputs là-dessus. Parfait. Première question, marché de change. Ouais. J'en ai parlé, il y a 2 événements lors de l'événement introduction, là. Coinbase marche de moins en moins bien, puisqu'avec les cartes de crédit, c'est de plus en plus une pain là, de faire une transaction. C'est-à-dire que, mettons, ma Visa va considérer que c'est une avance d'argent. Donc là, aussitôt que j'ai, mettons, 1000$ sur ma carte de crédit, je mets 1000$. Là, tout d'un coup, j'ai 2000$ à 20% qui roulent dans ma vie, là. Ça, c'est la réalité de faire une transaction sur une carte de crédit sur les marchés de change au Canada. D'accord? Fait que c'est pas directement Coinbase le problème. C'est les banques qui traitent les marchés de change d'une façon exclusive et qui disent « Ah non, ça, c'est pas vraiment une transaction normale, c'est une avance d'argent. » Parfait. On peut avoir notre opinion sur si c'est correct ou pas. Donc, envoyer de l'argent par une carte de crédit, c'est no-go. Fait que no-go pour Coinbase dans ce cas-ci. Ensuite, je pense qu'il nous reste, puis j'oublie toujours lui que tu me parles, Jérémy, il nous reste quadrigacx.com. À date, il va bien, tu fais un e-transfert, Interac. Tu payes un petit frais fixe, là, mettons 5$ même pas. Là. Puis ça, à date, ça va quand même bien. Ensuite de ça, puis Quadriga CX, ça fait longtemps qu'ils existent. Ils sont sur le marché depuis peut-être 4 ans. Là. Un autre qui est assez récent, qui s'appelle Coinberry, que j'ai essayé à plusieurs reprises. Quand je dis essayé, c'est que j'ai fait des transactions. Là.
Puis ils vont très bien. Puis ça me fait beaucoup plus penser, mettons, à un Uber de ce monde, même un Coinbase de ce monde. Ils ne sont pas mobiles encore, ils ne sont pas sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, ça va super bien. Beaucoup plus joli que Coinberry, que Quadriga. Coinberry, ils sont sur le téléphone, hein? Qui? Coinberry. Ah oui? Bon, tu vas en apprendre une. OK, Coinberry sont sur le téléphone. Et ça marche parfait. OK, tu l'as essayé? Oui, oui. Cool. Bon, ça, j'en apprends encore. Fait que Coinberry, je les conseille. Récemment, c'est The New Cool Kids on the Block, là. Ils sont de Toronto. Sinon, au Canada spécifiquement, je ne pourrais pas dire. D'autres idées? Kraken fait du CAD aussi. Kraken va bien encore? Parfait. Puis t'envoies ton argent comment? Moi, j'envoie du BTC. OK. Mais de ton Canadien, comment tu pourrais? Sais-tu? Ah, non, moi, je reste en Bitcoin. OK. Parfait. Non, toi, tu trades juste en coin, là. Mais Non, avec le dollar canadien, c'est compliqué avec Kraken. Non, c'est compliqué? Oui. OK. Non, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je discarterais la réponse, là. Le but, c'est d'envoyer de l'argent canadien quelque part, Ah, là. voilà, parce que ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux Dollar canadien. mettre des sous pour avoir du Bitcoin ou si tu veux cash out. Oui, c'est 10 $. C'est c'est, fixe. Ouais, c'est plus mettre des sous et cash out Ouais, c'est pour ça. le moment. Après, Parfait. je vais Ouais, sur mais d'autres quand les marchés autres chargent d'échange 2%, comme Binance 3%, ou Kraken. OK. ça va vite, là, 10 $. Parfait. Tu avais une deuxième question, Pascal. Ouais, la deuxième question. Non, je ne sais plus, mais... C'était la réglementation. Ouais, la réglementation au niveau du Canada. Donc, il y a 3 présentations de ça. Il y a Laura qui a donné une présentation. Elle est fiscaliste, spécialisée dans les cryptos. Il y a des réglementations qui n'ont pas vraiment de sens en ce moment. C'est-à-dire qu'elles sont très difficiles à appliquer en tant que... Tu veux être vraiment de bonne foi, là, en tant que personne qui détient des cryptos, qui fait des pertes et des profits. À chaque fois qu'on fait une transaction, ça devrait être calculé dans son équivalent canadien. Donc, exemple, tu prends ton Canadien, tu achètes du Bitcoin, ensuite tu prends ton Bitcoin, tu fais de l'Ethereum. Là, le gain ou la perte que tu as faite, là, ça devrait être comptabilisé à ce moment-là. Puis même si tu demeures en crypto. Puis imagine toutes les petites transactions que tu peux faire quand tu passes un ordre. Ben, tu sais, tu peux avoir plusieurs transactions en réalité dans un ordre. Là. Tu peux en avoir 5, 10. Là. Il faudrait tout que tu calcules un par un pour arriver clean avec ça. Ça, c'est selon la loi. C'est très difficile à appliquer en ce moment. Donc, il faut juste prendre ça en considération selon la loi. D'accord, Donc, je te propose de regarder le meet-up. Là. d'accord. Il est enregistré aussi. Je vais regarder. Ouais. Tu fais sur des échanges qui ne font pas de Tu as déjà KYC. publié des vidéos Ouais. Ils ne font pas de KYC. sur YouTube? Sur, Ouais, en ce moment, il y a 3 vidéos sur YouTube, sur la chaîne de Crypto Montreal. Ils sont là. Je comprends pas, tant que tu n'as pas caché out, tu n'as pas eu ton. Ouais, le micro, s'il te plaît. La question, tu dis qu'il faut calculer en canadien chacun des gains, chacune des transactions, Mhm. des pertes. Mais tant que tu n'as pas caché out en canadien, ça reste que c'est juste un paquet de chiffres. Exact, je sais. Je sais, puis je connais pas... Oui, mais ce serait facile que tu achètes un Bitcoin, tu gagnes 1,2 Bitcoin sur le marché de change parce que tu places, tu fais des bonnes ordres. Après, tu récupères 1,1 dans ton compte. Tu déclares 1,1 aux impôts. Mais le 0,1 que tu as laissé sur le marché de change, là, tu peux le cacher, là, puis l'utiliser OK, ouais. sans le déclarer. Donc c'est pour ça qu'ils te demandent pour chaque transaction le montant que tu as acheté, les frais, combien tu as reçu. Comme ça, ils sont capables de traquer tout le total. Voir Ouais. si tu n'as pas sorti de l'argent à un moment donné. Et c'est là où ça devient dur parce que souvent, quand tu achètes, après, tu peux le mettre sur ton wallet. Mhm. Et là, tu achètes ta crypto et 2 jours après, tu le bouges sur ton wallet, Trezor, Ledger ou Paper Wallet. Il faut tout tracer. Et là, tu dois tout tracer. Et là, ça devient... C'est ça qui est galère. Ouais. Mais pour venir à ton idée, je suis d'accord avec toi que ça ferait du sens, là, mais faudrait comparer par rapport à quand on trade des stocks normales, là, des actions normales. Est-ce que c'est le même cas? Mettons, à la fin de l'année, là, mettons, tu as 50 000 en stock, là, en actions. Est-ce qu'il faut que tu le déclares, ton gain, à ce moment-ci, même si tu l'as encore en action? Je ne Non. sais pas. Tant que tu ne revends pas, tu Non. ne déclares pas. OK, ah, c'est ça. Fait qu'effectivement, c'est Et weird. là, là. c'est simple, c'est du dollar canadien, tu achètes Ouais. de l'action, tu revends C'est le ton micro. action. Là, sur du trading normal, c'est simple. Tu achètes l'action, Mhm. au bout de 2 ans, tu la revends. Donc, quand tu la revends, elle repasse en dollars canadiens. Et à ce moment-là, tu déclares. C'est ça, Et c'est La soit perte, un le gars gain. en capital ou soit un gars sur du long terme. c'est ça. Donc, c'est un taux différent. Et là, c'est simple parce que quand tu utilises des plateformes
Moi, aux US, j'utilisais Fidelity et il me disait à l'année quel était mon gain en capital. Et Ah, tu as un beau rapport, là. c'était un beau rapport. C'est Mais ça. là, c'est pas évident. Non. Exact. Sur les marchés 36 de 000 change, tu peux plateformes. exporter toutes tes trades sur un marché de change normalement. Ouais. Sauf que tu l'as pas en canadien. Non, mais tous tes trades. Ouais, Donc, Bitcoin vers Ethereum, vers Zcash, vers machin, Monero, tout ça, tu peux l'exporter. je suis d'accord. Donc après, tu peux donner ça aux impôts. Là. Un beau tableau, et puis voilà, toutes les ordres que j'ai placés. L'argent que j'ai mis, tout ce que j'ai placé, l'argent que j'ai ressorti. Est-ce qu'il y a l'équivalent canadien pour chaque transaction? Non, c'est ça. Ou est-ce que tu passes de machin à Ethereum et Non, mais t'attends d'Ethereum et ce pour qu'ils toi, veulent faut que tu surtout recalcules. savoir, eux, c'est l'entrée, la sortie, et qu'il n'y a pas d'argent qui a été caché entre-temps. Et ce qu'il y a, c'est que même si, alors j'ai jamais fait de report d'exchange comme ça, mais si tu n'as pas la valeur en dollars du trade, bah, c'est-à-dire qu'à chaque trade, il faut que tu retournes voir quel était le taux à ce moment-là en dollars canadiens, parce qu'eux, ils veulent que tu déclares en dollars canadiens et pas en Ethereum. Et Mais pas en tu ne dois pas déclarer chaque trade, tu dois déclarer ton profit. Mais il faut que tu prouves que tu n'as pas caché les profits quelque part. Mais alors ça justement, c'est là où c'est toujours flou, Mhm. où légalement, tu devrais, chaque trade que tu fais, tu devrais le déclarer. Et alors, tu pourrais quand même très bien dire, je mets 100 dollars sur un exchange et j'en retire 120, et tu vas juste prendre les 20 dollars en bénéfice. Et là, c'est jamais clair. Il y en a qui font ça et puis ça a l'air de passer. À la fin, dans tes impôts, tu mets juste le montant. Si tu es vérifié, ils vont te demander d'avoir tous les détails. D'accord, Tu n'as pas besoin de donner le détail aux impôts, mais ils peuvent te le demander. d'accord. C'est pour ça C'est là où qu'on c'est le problème. garde les preuves, Ouais. parce que sinon ils vont te dire, écoute, tu as sorti 1000 pièces, tu as rentré 1000 pièces, dans le doute on va dire que tu as fait 2000 ou 3000, on va te charger là-dessus. C'est là où l'audit, ça va être dur. Un audit dans les cryptos, c'est super dur Mhm. À ce jour. pour les deux parties. Aussi Ouais. bien la personne qui justifie que le gouvernement. N'oubliez pas le micro, gang. OK. As-tu une autre question? Si tu es de bonne foi, le gouvernement va le voir. Tu sais, si tu as les bonnes infos, que tu as fait l'effort de montrer que tu as essayé de tracer tes affaires, Ouais. c'est mieux que si tu arrives, tu dis non, j'ai pas d'infos, démarre-toi. Ah non, c'est sûr. Là, ils vont te dégommer. C'est comme partout. Dégommé. As-tu une autre question? Tu en avais 3, me semble. Non? Non. Et Ok. on a mis, il y a des législations sur les ICO parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays là en ce moment, en Europe, la France a fait passer une loi sur les ICO, comment l'argent qui est récolté sur une ICO est taxable, etc. Et Ok. comment- Est-ce qu'au Canada, il y a une réglementation qui est passée au sujet des ICO? Je ne sais pas. J'ai pas aidé. Pas aidé personne? J'ai pas eu d'infos là-dessus. Ok. Je pense pas. OK. Désolé. Non, non, pas de problème. D'après moi, mais en tout cas, C'est très en avance sur la réglementation. ouais, c'est ça. Au Canada, on est très laid-back là, sur la réglementation. On réglemente très, très peu. Ouais, mais apparemment, ce que disait l'un des entrepreneurs ici en blockchain et l'un des avocats, il disait que c'est peut-être pas si mal qu'ils réglementent pas trop pour le moment. Il me dit comment veux-tu réglementer quelque chose qui est tout nouveau? Et Exact. il disait si tu veux pas supprimer l'innovation et tu veux pas mettre une réglementation qui est inapplicable. Ouais. Et donc vaut mieux peut-être regarder en background ce qui se passe et après une fois que c'est un peu plus développé mettre une réglementation qui a du sens au lieu de se précipiter. Exact. Mais Non. ça change les réglementations. C'est vrai aussi. Et il pourrait dire, ok, on met un contexte vague, mais on met un contexte, la crypto, c'est comme ça que ça se gère pour l'instant. Ouais. On voit plus tard. Et les pays qui mettent des réglementations qui sont plutôt flexibles, comme la Suisse, on voit les boîtes de crypto et de blockchain s'enregistrer dans leur pays aussi. OK. All right. Moi, ça assure une stabilité aux entrepreneurs. Ouais, tout à fait. Parfait. Next up. Je pense que j'aurais aimé écrire, là, c'est vraiment sur un papier, là. On n'est pas équipé pour ça. Donc, je vais faire de mon mieux sans pouvoir écrire. J'ai pas de slide en tant que tel, à part celle-là, là, qui est de l'intro, là. Donc, je vais faire de mon mieux, gang. Je vais aller plus ad-lib, un peu comme dans les premiers événements des Crypto de Montréal. Je m'en souviens. Tu es arrivé à quel événement, donc, Jérémy? Deuxième. Le deuxième, c'est ça? C'était ad-lib, là. Il n'y avait pas ça, il n'y avait rien. OK. Donc, quand on passe à faire un échange, typiquement, on passe à un ordre, qu'on dit, sur un marché de change. Donc, j'ai mon argent canadien
et que j'achète de l'action Amazon ou que j'achète l'action pas une action, mais j'achète un token tel que le Bitcoin, je vais passer un ordre. De base, on passe un ordre qu'on a dit market, donc au prix du marché. Je crois que sur Coinberry, qui est et Coinbase, qui sont des marchés de change qu'on appelle plus débutants, par défaut, on ne le sait pas, mais on passe un ordre market. Donc, au prix là, que je pèse sur acheter, là, j'achète le prix que c'est là. Je monte avec toi en même temps. OK, voyons. Ouais, vas-y donc. On met des images sur tes mots. Je vais continuer, je vais faire abstrait de ça pour l'instant. Ensuite de ça, une fois qu'on connaît l'idée de market, il faut juste être au courant du danger. Puis là, c'est là que moi, j'ai envie de montrer d'autres choses. Je vais montrer le graphique de Ripple, ce qui s'est passé très récemment. Il faudrait que tu m'en donnes le fil, Jérémy, je suis désolé. Ça, c'est environ 2 semaines. Puis je veux juste vraiment montrer le danger d'acheter market. Parce que ça peut arriver. Comme ça. Alright, c'est gratuit, on va accepter le pop-up. OK. Ici, on va peut-être pas bien, là. Je vais prendre ça ici. La date. Donc, c'est très d'actualité, là. La date, là, 16 septembre, 17, 18, 19, 20 septembre, là. Donc, ici, il y a une sacrée pompe. Ici, c'est à peu près à 28 sous, le token, on le voit, là. 28 sous, ça taponne. Ensuite, il a monté jusqu'ici à 80 cents. Donc, si j'achète market, je suis un débutant. Puis là, je le vois ici, là. Là, ça se peut que je dise achète market. Mais le temps que je prenne ma décision puis que je clique, ça se peut que le prix aille monter là. Donc, imagine que moi, j'ai en tête que je veux l'acheter. Je vais mettre ma souris ici. 33 cents, là, je fais c'est le temps. Là, ici, là, il y a des gros joueurs qui disent let's go, eux, ils achètent là, des millions à la fois. Là. Le temps que je prenne ma décision, ça se peut que je l'aie acheté ici. Ou même pire que ça. Là. Ici, là, qu'on voit, là, ce qu'on appelle une wick, là. Ça, d'après moi, c'est des gens là, qui achètent market puis ils se font littéralement avoir, selon moi. Là. C'est ce qui s'est passé. Pendant qu'ici, il y a des gens qui vendent, ils disent s'il y a quelqu'un qui est assez fou pour l'acheter à 80 cents, let's go, je vais le vendre à 80 cents. Je vais arriver au concept du comment je fais pour dire je vais le vendre à 80 cents. Je veux juste dire qu'il faut être conscient de ça. En général, on ne va pas se faire avoir comme ça. Tu achètes market, tu achètes au prix que tu le vois, clique, ça marche. Il faut être au courant que ça arrive. Ça se passe là, dans une fraction de seconde. Là, une pompe comme ça arrive. Ça là, ici, on le voit. Pap. Comme ça. Parfait. Quand on achète pour 100$, pas gros de risque. Quand on achète pour 500$, mais quand on commence à investir plus sérieusement, c'est là qu'acheter market, ça devient comme OK, il faudrait passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est ce qu'on appelle passer un ordre limite. Donc, tu dis, sur ton marché de change, je vais vous le montrer dans un instant. Là, je vous montre juste les concepts théoriques, puis après ça, on ira plus faire quelque chose de concret. Supposons que je prends ce coin-là, que ce soit Ripple ou un autre, peu importe. Je suis rendu, je vais dire ici. Juste pour changer de prix, pour changer d'air. Je peux zoomer un peu comme ça. Tac. Mettons, je dis ici. 41 sous. 41 sous, je pense que ça vaut la peine. Je dis j'y vais. Au lieu de dire market, j'achète 41 sous, mettons 100 tokens à 41 cents, je vais dire je n'achète 100, sauf que je vais l'acheter seulement s'il est à 41,5. OK, en cents, là, 0,415. Donc, je vais l'acheter tout de suite au prix, mais jusqu'à un maximum de 41,5. Donc, c'est ce qu'on appelle une limite. Jusqu'à quel point je suis prêt à l'acheter. Si jamais le marché monte pendant mon achat, parce que j'en achète, mettons, pour $1 million. Fait que là, supposons que le marché monte, m'amène à 41,5. Sur mon marché de change, ça va arrêter d'acheter à mon nom. C'est ça l'intention d'avoir une limite. Parfait. Et ensuite, il y a un autre concept qu'on appelle le limit stop. Et c'est là que là, ça serait le fun de dessiner. Je vais. Comment? Ouais. Je trouve que je ne suis vraiment pas habitué de les utiliser. Non. Je suis désolé, j'aime mieux y aller juste in the air. Là. Attends. J'ai une ligne ici. Excellent. J'ai une ligne.
Supposons que ça vaut 41 cents encore. Je peux dire, là j'en ai, je dis je veux les vendre. Je peux dire, selon mes graphiques, OK, si jamais le prix descend là, à 40 cents, parfait, je t'autorise à le vendre à 40 cents, à 38 cents. Parfait, ça ne change rien. Donc, je suis désolé, je sais que je ne suis pas clair. Donc, je prends ma limite, je dis, mettons, 38 cents. Puis, je peux dire même, je suis même prêt à le vendre là, jusqu'à 36 cents. Donc, je vais commencer à vendre à 36 cents. Ça, c'est 41 cents. Je vais le vendre à 36 cents, puis je vais être même prêt à le vendre en bas de ça jusqu'à 34 cents. C'est là qu'on a un limit stop. Fait que le stop, dans ce cas-ci, va être à 36 cents, puis ma limite va être 34 cents. Comprenez? Parce que pourquoi je fais ça? C'est que je peux dire, dans le fond, moi, je veux le vendre à 30 c'est quoi mon exemple? Là? 38? 36, 34. 36? OK. Je peux dire sur mon marché de change que je veux vendre à 36, mais il n'y a pas assez de gens qui vont l'acheter à 36 cents. Mais il y a des gens qui vont l'acheter à 35 cents. Et puis c'est pour ça que tu le mets dans ton limit stop. Tu dis, je suis prêt à le vendre dans un certain range. Et c'est ça l'intérêt. Oui, avec le limit stop. D'accord. Parfait. Entre 36 et 34, je vends. Exact. Donc, le stop, ça va dire à partir de quand que le marché de change devrait commencer à vendre. Le stop. Dans ce cas-ci, ça va être 36. Puis tu dis, à la limite, là, minimum que je vais le vendre, c'est 34. D'accord. Ou 30. OK? Fait que là, supposons qu'on est dans le marché là. Puis là, tu dis, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, ça va être mon... c'est bête, je sais pas c'est quoi l'expression qu'on dit. On dit juste ça, j'ai du Ripple, je vais mettre mon limit stop à 36 cents. Bam. Avec mon limit stop à 34, 36 cents. Ça ressemble à ça. Je suis désolé, c'est pas clair. Je vais vous le remontrer dans un instant. Y a-t-il un autre concept vite de même? Juste dans les ordres de base. Là. Je pense que c'est vraiment ceux-là qu'il faut comprendre. Le stop loss et le take profit. Ouais. Stop loss? C'est tu passes un ordre de vente automatique quand ça arrive dans ta... OK. Si tu vas long, tu achètes à 1000 et que le prix descend à 800, tu peux Ouais. mettre un stop loss à 800 que ça va vendre automatiquement si le marché arrive. Exact. Pour protéger ta position et comme ça tu peux définir ton risque. C'est ça, dans le fond, c'est la meilleure expression pour dire ce que je viens de dire. C'est un stop loss et le take profit, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu as acheté à 1000, C'est ça. tu mets ton take profit à 1100, dès que ça passe à 1100, ça va passer un ordre OK. pour vendre à 1100. Parfait. Dans le fond, ton expression est meilleure, est mieux dit, clairement. Le dessiner visuel. Puis si tu as accès à un marché de change, on pourrait regarder, faire un... Ça marche? la résolution est louche, mais écoute, je vais essayer de le décrypter. Ça, c'est écrit quoi, là? J'ai aucune idée. C'est écrit quoi, sérieux, là? Bah, c'est 5600, hein? 5800, il n'est pas descendu plus bas. Je vais juste zoomer un petit coup. Mieux? Mieux. OK, c'est écrit 5800. OK, ouais. Je le vois là. Ouvre les outils, mais on peut dessiner des lignes là-dessus, non? Paraît-il. Je viens de réaliser que tu n'as pas parlé dans le micro. On a tout manqué ton intervention. Là, c'est un peu grossier par rapport à la réalité, mais ce serait de créer deux valeurs comme ça. Ouais. Si ça descend en dessous de celle-là, on commence à vendre. Puis tant qu'on reste entre les deux, on vend. Puis si ça descend en dessous de celle-là, on arrête de vendre. Exact. Donc c'est vraiment le truc qu'on a acheté est en train de s'effondrer. On essaye de vendre avant que ce soit trop bas. Puis si vraiment c'est trop bas, il y a trop de pertes, on arrête de vendre, on verra plus tard. Faudrait que tu répètes. Et moi, j'ai jamais vu ça, ces trucs avec des ranges. C'est toujours un stop loss avec une valeur précise. Ouais, parce que ça, c'est un limite que tu fais. C'est juste un limite. Tu fais pas un limit stop. Tu fais juste un limite. D'accord. Puis dans ton marché de change, c'est écrit limit stop parce que c'est facile à dire et à comprendre. Mais en réalité, dans l'arrière, là, c'est un limite que tu mets. La première étape, c'est de dire, OK, par exemple, Tu l'as-tu à dire? si ça descend, par exemple, en dehors de sécuriser tes pertes, si ça descend en dessous de la ligne, j'achète.
Donc, mettons, regarde, ça, c'est 5500. Puis si ça monte Ça, c'est au-dessus de la 5000. ligne, je vends. Ça, c'est ce qu'il y a de plus basique. C'est un limit buy, Il y a un une limite. limit sell. C'est ça. Donc, si ça baisse, t'achètes, ça monte. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Ben, plus simple, c'est market. Ouais, le plus simple, c'est marqué. Ensuite, limite. Bon, mais là, c'est automatique. Dès que le coin ne vaut pas trop cher, tu l'achètes. Dès qu'il reprend de la valeur, tu le revends. Ouais. C'est ce que tout le monde cherche. Mais tu peux aussi dire d'autres lignes, si jamais ça descend en dessous de cette ligne-là, je vends. Et en dessous de la ligne d'en dessous, j'arrête de vendre parce que j'ai trop de pertes, je ne vais plus vendre. Exact. Donc ça te permet de sécuriser tes fonds. Le problème qui peut arriver, c'est que si tes lignes sont trop proches, ici on a un beau graphique qui nous dit par exemple la valeur et la quantité de coins disponibles sur le market. Donc, juste Là, pour. je suis US Bitcoin. Là, Ça, c'est 5560 versus 5600. Ouais. OK, parfait. Là, il te dit. Où est-ce qu'on le voit? Il te montre la valeur quelque part. Là. Je sais la voir. Quand tu dis la valeur, tu parles le volume ou? Ouais, le volume, il est là. On ne voit pas bien, mais il est là. OK, 119. Ouais, le sell à 119, le buy à 233. Parce que- Selon où est-ce que ta souris, là. Ouais, OK, c'est ça. Parfait. donc quand tu bouges la souris, ça bouge et ça te dit c'est quoi le volume. Donc si aujourd'hui je voulais acheter n'importe quoi, moi 219 bitcoins, il faudrait que j'achète tous ceux qui sont entre le point là, en fait tout ce volume là de bitcoin, il faudrait que je l'achète. OK. Pour arriver à acheter 239. OK. Donc si le marché descend trop vite, puis tu veux vendre tes 239 bitcoins, ben, tu sais que le 239e, tu vas le vendre à 5500. 53 et non pas 79. Parce qu'il n'y a personne qui est prêt à acheter autant de bitcoins à un prix si élevé. C'est ça. Donc, concrètement, mettons, tu dis tu veux vendre 200 bitcoins, mais tu veux les vendre à 5563. Il y a peu de gens qui vont en acheter, là. Mettons, tu vas peut-être en vendre 50, mais tu ne vendras pas tes 200. Il va falloir que tu descendes ton prix. Il va falloir qu'on vende, parce que dès qu'on se met à vendre, forcément, le marché va descendre. Surtout Exact. si on est gros, c'est le marché. Exact. Donc, Je connais pas grand-chose au trading normal ou crypto. Mhm. Les principes que vous montrez, c'est des principes qui s'appliquent autant en crypto qu'en Ouais. en trading normal. Donc, ce que le fait qu'on trade en crypto avec des limites au niveau du temps de faire des transactions, ces choses-là, avec les différentes lignes des plateformes, est-ce que ça modifie les façons de faire du trading? Pas pour moi. Puis, je dis ça sous réserve, là. Je suis pas un trader du tout. Je fais pas de profit dans ma vie tous les jours à faire ça. Mais pour moi, c'est les mêmes concepts. Je verrais pas de différence. À part que les marchés de change à travers le monde, ils ouvrent puis ils ferment à une telle heure, là, dans les heures de bureau. Les cryptos, c'est 24 heures. Mais Les sinon, concepts sont les mêmes, est-ce que les Ouais. stratégies pourraient être comme s'adapter au fait qu'il y a des délais de faire des transactions, des choses comme ça? j'en vois pas. Peut-être. Peut-être quelqu'un va rire de moi dans le futur, là, parce que je connais rien. Moi, j'en connais pas assez, là. Mais pour moi, il n'y en a pas. Le gros truc que tu as, c'est qu'en marché traditionnel, tu as les earnings, donc c'est quand ils mettent leur profit. Et là, le prix fluctue beaucoup. Tu as aussi, du coup, vu que c'est pas 24 heures, l'ouverture et la fermeture, donc pendant la nuit, il ne se passe rien, mais il y a toujours des ordres qui peuvent se passer. Et à ce moment-là, quand le marché ouvre, ça peut gaper, donc ça peut prendre 10% à l'ouverture. Donc c'est ça, alors qu'en crypto, vu que c'est continu, tu as quelque chose de beaucoup plus fluide, même ça peut toujours avoir des gaps dans le path. Parce que si quelqu'un achète 1 million de bitcoin ou whatever, bah, le prix va monter d'un coup. Mais en principe, c'est beaucoup plus fluide et t'as pas justement, vu que tu n'as pas de trou dans le trading, le marché te continue. Donc ça, c'est quand même assez différent. Et les earnings aussi. c'est comme les devises traditionnelles, hein, des euros, des dollars, des yens. C'est des marchés ouverts 24/7 tout le temps. Oui, je suis économiste par formation et il y a 10 ans que je travaille comme macroéconomiste. J'ai des analyses de marché. Donc, en général, il y a une différence entre les marchés forex, crypto, ce sont les mêmes concepts, les mêmes stratégies de trading. Mhm. Mais une grande différence, c'est que parce que le marché des crypto est très jeune, très nouveau, les prix sont très très volatiles. Donc dans le marché des forex ou d'autres assets, etc.,
les prix ne sont pas assez volatiles. Dans le crypto, c'est très très volatile. C'est la différence. Et ça fait En ce trading moment. en crypto plus difficile parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Ouais. On peut gagner beaucoup d'argent aussi, mais c'est très risqué. Donc, mais avec le temps, ce marché il va devenir plus mature, plus développé. Et les choses peut-être seront plus faciles. Mais en général, Mais cette semaine, c'était beaucoup plus volatile sur les marchés qu'en crypto. Ouais. Et il n'y a pas encore, par exemple, des modèles de risque pour les compagnies qui évaluent tout le temps le risque, comme on parle de mettre des limites dans ces choses-là. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y aurait des modèles de risque pour trader qui auraient été spécifiquement adaptés pour les marchés volatiles des cryptos? Évidemment, il y a des compagnies ou des startups là, qui se spécialisent à vouloir rendre ce service-là. Mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait une compagnie qui peut affirmer, dire on va toujours faire du profit selon nos algorithmes. Il n'y a pas encore cette data. C'est ce qu'ils vont dire à date. Puis je reviens à comment je l'appellerais? C'est un index, c'est pas un ETF, c'est pas un fonds négocié en bourse, mais c'est un index qui s'appelle Crypto 20. Et eux, ils possèdent les 20 tokens ou les 20 crypto-monnaies les plus populaires selon le market cap qu'ils possèdent. Et ils balancent à chaque semaine selon la valeur de chaque token. Ils balancent dans une certaine proportion leur portfolio à chaque semaine. Donc, ça, c'est pas un humain qui le fait. Je sais que ça fait partie d'un algorithme qui, à chaque semaine, va vendre, acheter. Fait que, mettons, le Bitcoin a perdu cette semaine. Ben, ils vont en enlever un peu dans sa valeur du portfolio, qui vaut à peu près 30 millions US à ce point-ci. Ils vont en remettre, mettons, plus dans le deuxième. Puis là, tout ça balance. Là, ensuite, le 20e va peut-être débarquer parce qu'il y en a un autre qui arrive. Mettons, Tesla qui arrive dans le marché. Fait que là, Tesla, ça va avoir, mettons, 0,7 dans leur portfolio, tout ça. Donc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à regarder pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Crypto 20. La grosse différence que tu as, c'est que dans le tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est que je me trompe. En fait, dans les marchés traditionnels, tu as l'analyse technique où c'est juste les prix qui bougent en crypto et en marché traditionnel, c'est assez similaire, sauf les gaps ou la durée de trading qui est 24 heures en crypto. Chose qu'il y a dans les marchés traditionnels, c'est tous les noms, donc tous les profits, les dépenses, tout ce genre de choses, où il y a des bureaux qui sont là pour justement étudier les risques basés sur ces nombres-là, donc plus sur le business que sur le prix actuellement de l'action. En crypto, tu vas plutôt faire ça sur le network, comment le network il bouge, quels sont les nombres de transactions qu'il y a, est-ce que le network est congestionné ou pas. Donc tu vois, il y a ces informations-là qui sont disponibles, vu que la plupart des blockchains sont publiques. Si tu veux faire ça en traditionnel, ça serait aller chercher les chiffres de combien ils achètent, combien ils vendent de produits, le nombre de taxes qu'ils payent. Et après, il y a des gens qui font de l'analyse fondamentale là-dessus, qui étudient les risques et qui essayent de se projeter combien va être leur earnings. Donc du coup, en blockchain, c'est plutôt étudier toutes les datas de transactions, tout ça, ou alors l'avancement des projets, ce genre de choses. Ce que je comprends, c'est qu'en principe, on serait capable de faire de l'analyse fondamentale aussi en crypto, sauf que c'est très très jeune, puis la valeur, comme c'est difficile d'évaluer la valeur d'une plateforme qui a des cryptos dessus, parce que Exact. c'est trop jeune, il n'y a pas encore d'application, dans certains cas c'est juste de la spéculation, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vraie valeur dans le vrai monde pour comparer avec une entreprise qui vend des meubles ou qui a des profits qu'on peut analyser. C'est un nouveau modèle, là, c'est ça. C'est un nouveau modèle. Ouais. Il y a une différence aussi dans le crypto, c'est que c'est non réglementé. Donc on peut faire des pump and dump sur le réseau crypto sans avoir la police aux fesses. Donc il y en a qui en abusent, ce qui vient aussi fausser les outils traditionnels. C'est quoi le pump and dump? C'est acheter énormément de volume pour faire monter la valeur du truc et le revendre l'histoire. Je vais te donner quelque chose de plus concret, c'est beau. Donc, supposons que moi, j'ai $1 million US dans ma vie. Puis là, je décide de dire, je prends un token, mettons le centième token. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus. Fait que si j'achète le token qui vaut à ce point-ci 10 cents, là, je l'achète, puis je peux faire monter sa valeur là, littéralement jusqu'à, mettons, à 45 cents. Moi, je suis tout seul à faire ça, sachant très bien que c'est pas parce que je veux l'acheter, parce que je crois en produit.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont suivre le fait que ce token-là prend de la valeur. Fait que là, il y a d'autres gens qui en achètent pendant que moi j'en achète. Puis là, quand il est rendu à un certain point, là, je dump, je vends. Fait que là, je vends à 70 cents là, avec les mid-stops. Fait que là, je commence à vendre à 70 cents, puis je revends à 45 cents. Fait que j'ai fait un bon profit. Là. Moi, j'ai commencé à acheter à 10 cents. Tu comprends? Fait que ça, c'est illégal, ça, dans le marché standard. Donc, tu manipules littéralement le market. Donc, c'est ça que ça veut dire pump and dump. Là. Donc, dans le fond, tu t'arranges juste pour mettre de l'argent, sachant qu'il y a des gens qui vont embarquer, sachant que toi, tu veux juste faire un petit profit vite fait. Si tu fais ça tout seul, Ouais. t'es pas illégal vraiment parce que tu joues avec les marchés. À partir du moment où tu te conditionnes avec d'autres personnes, que tu colludes, ouais. c'est là où ça commence à être pump and dump et illégal. Mais si tu as des sous et que tu veux faire bouger le marché, Oui, non, c'est ça, c'est tout ça, je suis d'accord. t'as pas de problème. J'ai oublié le. Où tu vas commencer à acheter avec toi et ton pote, tu dis on va acheter ça tranquillement pendant une semaine. Et après ils ont des groupes Facebook machin qui disent hey les gars, ce token là ça va décoter. Ils remettent le reste de trucs pour que ça commence à faire monter, tout le monde achète. Et c'est là où. En fait, c'est justement la propagation de la rumeur et tout ça qui fait que ça devient illégal et de la manipulation de marché. Mélanger avec mettons, une bonne nouvelle légitime du projet, avec des gens, je ne veux pas dire well, là, mais des gens là, qui ont juste l'intérêt de pomper et dumper. Là. Fait qu'eux, ils checkent les nouvelles. Ah, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour ce petit coin-là. Ils regardent le market cap. Parfait. On est un petit groupe. On va mettre peut-être 1 million ensemble. On va pomper, domper. Ils sont capables de faire leur calcul à l'avance. Là. Ils sont capables de faire un profit assez rapidement comme ça. Donc, ça vient littéralement scraper le fait qu'il y a un véritable engouement ou non. Les outils ne sont pas encore parfaitement développés pour suivre ça. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le marché traditionnel. Donc, ils sont là, les outils, ça explose, ils comprennent. Donc, les robots se mettent à acheter n'importe comment et à vendre n'importe comment. Donc, même celui qui a un robot bien configuré, il peut se louper quand même. Ouais. Un autre facteur aussi qui vient fausser les données, c'est le volume. Donc, le fait que sur un marché de change, là, il y a des achats et des ventes. Donc, le marché de change lui-même, s'imagine s'il décide de s'acheter puis de vendre lui-même entre 2 wallets ou 3 wallets, des tokens, ça crée, selon les indicateurs, du volume. Encore là, c'est illégal dans le marché standard de faire ça. Tu crées un faux volume. Le but, c'est juste de changer le chiffre. Là. C'est comme juste avoir des machines qui regardent YouTube, des vidéos, là, dans le but que ton vidéo YouTube ait l'air populaire. C'est du même ordre. Donc ça, encore là, c'est une méthode de scraper les données. Donc ça fait partie du Far West. Exact. Ça. Le fonds, la Crypto 20, comment tu l'achètes? J'ai pas compris le crypto quoi? Le fonds, tu parlais Crypto 20. Ah, Crypto 20, oui. Ou l'index. Tu veux-tu y aller? C'est Crypto 20, 20 le chiffre 20, là, .com. Il est sur 3 marchés de change. Ah ouais? Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant quand tu n'as pas envie de t'embêter? Ouais. Fait que voici, il est sur B-Box, HitBTC, puis je sais pas c'est quoi ici. IDEX. IDEX. Donc ça, c'est 3 marchés de change qui sont pas les plus gros, on est d'accord. HitBTC, il y a bien des gens qui le trouvent louche. Buybox, je le connais pas, il est assez jeune. On est là. Puis ça, en ce moment, c'est un token ERC20 là, basé sur Ethereum. Donc là, on voit si ça te donne la composition. Donc c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. En ce moment, dans ce token-là, eux, avec l'argent qu'ils reçoivent, ils ont investi 11,5 dans Ethereum, 10,3 dans Stellar, etc. Bitcoin sont à 9,6. Et tu dis dans les 3 fonds, là il y a 3 sociétés. Celle qui est la plus connue, c'est quoi? C'est IDEX? Ah non, marché de change. Les places de change, ouais. Ouais, donc toi, tu échanges un token, Ouais. puis à l'intérieur, eux, ils réinvestissent l'argent du token là-dedans. D'accord. Ok, Un mais index. Dans les marchés de change, lequel est le plus gros actuellement, le plus connu, le plus Je vieux? pourrais pas te dire. Moi, je connais une BTC, je connais pas les autres. Ok. Je pourrais pas te dire. Mais ça se trouve facilement sur, mettons, CoinMarketCap. Là, tu vas voir par volume. Ok. Mais là, on sait que les volumes sont pipés. Fait. Moi j'ai une question. Yep. Parce que donc là, ils ont créé un token qui représente l'index avec tout ça. Ouais. Sauf que ce token-là, on peut le trader. Oui, je sais, c'est là. Ça veut dire que ça Très bonne question. décorrèle avec la... Ouais. Oui. Ouais. Donc c'est peut-être c'est débile. Ouais, fait que là, regarde, faudrait C'est que. l'intérêt, quoi. Fait que, non, mais attends un petit peu. Réouvre, Jérémy, le. C'est plus corrélé au
OK, monte. aux cryptos qui prennent. Tu amènes un super bon point. Ça, c'est sa valeur théorique. D'accord? 67 cents. Tu vas voir sur le marché de change, il vaut combien? Bah, je peux aller ici par exemple. C'est ça? Fait que tu vois, Comment je me sens. en ce moment, la plupart des gens le veulent pas. Fait qu'il vaut moins cher que sa valeur réelle. Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est des... Est-ce que le poids de chaque poil, Ça me semble parce que lui est en euros, il est pas en dollars. Ah, il est en euros. OK. Il y a peut-être une petite différence. Monsieur a un ordinateur en euros. Ben, OK, c'est pour ça. Peut-être que... Regarde, je vais aller voir. là, sur les marchés, tu les as ici. Bah, tu as les volumes et tu as les prix sur les marchés. Du coup, est-ce qu'ils rebalancent le poids de chaque coin pour que ça matche le truc ou Oui, il rebalance à chaque semaine, j'ai dit. Dis-toi que le prix est différent d'un marché à l'autre. Hein. est-ce que les poids sont égales dans cet index? Non, pas du tout. C'est proportionnel à quoi? Attendez un peu, là, une question à la fois. Quelle est la méthodologie de l'index? 71,3 cents. Combien sur le site web? OK, donc un premium sur le marché de change. Donc, sur le marché de change, il vaut plus que sa valeur intrinsèque. Donc, moi, j'en ai acheté de ça. À date, je fais un bon deal là, à ce jour. Peut-être pas parce que je l'ai acheté plus cher que ça, en fait. Là. Mais par rapport à sa valeur intrinsèque, ça marche. Mais tu peux pas récupérer 10% de Bitcoin. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que c'est un index. Donc, toi, tu n'as pas à gérer le fait de gérer 20 tokens. Tu gères ce token-là. Mais alors, est-ce que le prix suit le cours de l'index ou Oui. c'est le cours des gens qui le veulent et qui l'échangent? Oui, puis là, va ici, s'il te plaît, sur le site officiel. Là, il faudrait que tu montes. Ça fait longtemps que je suis pas allé, là. Performance. Puis c'est là que tu vas voir, il y a combien d'argent dans chacun. C'est comme Dow Jones, là. Comment? Tu connais l'index Dow Jones? C'est Ouais. similaire. C'est Oui. similaire. Effectivement. En France, il y a le 440. Oui, oui. Bah là, c'est 20. Donc, en ce moment, OK. 26 millions en dollars. Parfait. Ça, ils ont fait un ICO pour ça. Fait que, mettons qu'ils ont récolté 20 millions. C'est tout, là. Ensuite, les tokens qui ont existé dans le temps. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont vraiment les tokens ou alors est-ce qu'ils suivent juste le prix ou est-ce qu'ils ont acheté ces tokens-là Ils ont acheté. Ils ont acheté, puis ils ont des auditeurs. Ok. Ouais. Donc ça, ils partagent sur leur Ils blog. distribuent des coins, mais eux, derrière, ils ont acheté des bitcoins, etc. Et ils font juste équilibrer. Puis tu peux récupérer ton argent, tu leur donnes tes coins, ils te leur donnent des dollars. Donc eux, Exact. ils vont vendre leurs bitcoins et puis ils vont te racheter des dollars. Donc moi, je trouve qu'ils ont un modèle d'affaires super intéressant. C'est pas très populaire ces temps-ci, avec les cryptos en général. Mais tu sais, on parle beaucoup de fonds négociés en bourse ou de ETF. Eux ont un modèle qui ressemble à un ETF. C'est pas un ETF, parce qu'avec en tant que Canadien, j'ai pas d'avantage sur ma fiscalité en achetant ça. Donc c'est pas reconnu. Mais c'est un index. Avez-vous répondu à sa question? Moi, je n'ai pas compris que vous avez répondu à sa question. Okay, répète-moi là. Qui La est? question, c'est est-ce que la valeur du token Crypto20 est calquée direct sur la valeur sous-jacente des cryptos qu'ils ont achetés? Tout à fait. Et c'est là que le NAV, c'est oui la réponse. Là, retourne à la page d'accueil. Le NAV, là, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme. Ça, là, c'est basé sur la valeur des cryptos, là, ici. En fait, c'est la valeur totale divisée par le nombre de tokens. Il n'y a aucune pondération. La pondération est là, là. Je ne sais pas c'est combien, 11 10 10 9 C'est C'est le poids. Ouais, ça, c'est le poids, effectivement. Et quel coin a le plus de poids? En ce moment, je crois que c'est lui, là, avec la résolution. Je suis désolé, je ne peux pas te dire. Oui, ils sont dans l'ordre. C'est Ethereum. C'est Ethereum. Ouais, ils sont dans Ensuite, l'ordre. lui, je pense que c'est Stellar. 10.3, 10.1, 10, 9.6, 9.5. Donc, vous remarquez que lui est deuxième, Stellar. Pourtant, c'est pas le deuxième market cap, mais c'est lui que, depuis une semaine, va mieux. Vous comprenez? C'est ça qui balance. C'est ça l'algorithme. J'ai $1 million. J'achète pas les bitcoins du machin, mais j'achète leur token. Ouais. Donc le prix va monter. Mais ça ne veut pas dire que le prix de bitcoin et du machin a monté. Ben, Et comment ils font? Est-ce qu'ils rachètent? toi, sur ton 1 million, là, il y a à peu près... Et là, tu rajoutes 1 million, tu es à 27 millions. Donc Ouais. ils rachètent. Et avec le million, ils vont acheter 10%, 10%, 10%, 9%, etc. Avec ton million, ils vont racheter tout ça. Ils vont grossir.
Faux. Alors ça veut dire Non. qu'ils génèrent des nouveaux tokens. Non, c'est faux. C'est faux. C'est ça. C'est faux. C'est que si on exchange, c'est-à-dire que quelqu'un avait un token qui Pense-moi. l'a vendu. Et ça ne veut pas dire que la compagnie elle-même a récupéré plus de thunes, c'est juste que le prix du token a changé. Donc, Le prix du token a changé. Donc là, c'est là que c'est vraiment dur de faire un événement. Le plus dur de faire un événement, c'est de connecter des fils. Yes! Si tu en achètes pour 1 million, là, si tu regardes le volume en 24 heures, il y a 13 000 $ US. C'est pas beaucoup, right? Le market cap est de 28 millions ici, 28,7 versus crypto20.com. Puis toutes ces questions-là, je me suis posé 1000 fois. Hein. Versus. Est-ce que tu as eu 1000 fois la même réponse? Non, mais là, je pense que j'ai pas mal de réponses. Fait que là, on le voit, là, 26 millions, 34 000. D'accord? Fait que là, il y a un premium de 2,7 millions. On est d'accord? Ici, là. Fait que ça, c'est le market cap du token. Parfait. Fait que si, en général, le marché des cryptos monte, les gens ici vont dire « Ah, j'en veux ». Donc, tu achètes le service de gérer un token qui est basé sur des vrais tokens. Mais si tu achètes, en fait, 1 million ici, là, en fait, tu fais juste dire « Moi, je m'intéresse plus à Crypto20 qu'acheter des tokens séparément. Ça décorrèle le prix de Crypto20 Ouais. avec l'underlying truc. Là, Non, là, c'est des rendus déconnectés. Parce que tu as fait un ICO puis tu as acheté à l'origine, je m'en souviens plus combien, c'est public. Tu en as acheté, mettons, pour 20 millions à l'origine. Ça, c'est locké. Là, C'est smart contract. Là, il y a 2 bitcoins de volume par jour. Ouais. Je leur clean leur order book, là, je mets 10 bitcoins. Le market cap de Crypto20, il va passer à 60 millions. Mais ils ne vont pas avoir 60 millions de USD dans leur index. C'est ce que je veux dire? Mhm. Donc pour moi, ça n'a pas encore de sens. Il faudrait sûrement regarder comment ça marche. Ils ont sûrement des techniques pour rebalancer les trucs. Je suis d'accord. Mais de prime abord, Mhm. moi, ça me semble pas une bonne idée. OK. Parce que c'est pas corrélé. Vu que tu l'exchanges, si tu ne pouvais pas l'échanger, tu allais directement chez Crypto20 et dis donne-moi 10 contrats de Crypto20 et que le mettre au prix qui correspond C'est à ça. ce qu'ils ont dedans. Mhm. À partir du moment où tu le mets sur un marché d'échange, Ouais. ça décorrèle le prix du token Ouais. avec ce que c'est supposé représenter. Puis ça, c'est un ETF. Et Ouais. ouais, Et Ça n'est pas ça, c'est un index avec un ICO. mais c'est la même chose. Et encore, non, Non, ouais. je ne comprends pas vraiment. En tout cas, j'en vois pas d'intérêt. Donc maintenant, ouais, c'est clair. Maintenant, je comprends mieux. Moi, j'espérais que ça allait être comme un ETF, que ça allait représenter Non, c'est la ça. valeur. J'allais acheter quelque chose et j'avais dans les. Si j'ai mis un bitcoin, dans mes 1 bitcoin que j'ai changé Mhm. pour ce token, j'allais avoir 10% d'Ethereum, 10% de Stellar, etc., etc. Ouais. Tandis que là, c'est pas le cas. Parce que le prix du token, il est plus pégué sur ce qu'il contient. À partir du moment où Je suis d'accord. Donc, ils ont sûrement des mécanismes un peu farfelus, Mais il est payé avec le fameux NAV. Ça ici. Ça, c'est payé dessus. Et par la suite, sur le marché de change, c'est l'offre et la demande. donc ça veut dire que ça, c'est bien acheter le NAV que quand il est en dessous du prix qui est correspond. That's it. Puis si tu crois au projet à long terme, si tu crois que le smart contract est bien fait, Et etc. si tu crois qu'ils vont pas t'arnaquer Exact. aussi. Exact. Alors, bien confiance dans le crypto quand même. Exact. Je suis d'accord avec toi. All right. On va faire un gros détour dans Crypto 20, là, mais ouais, cool, ça existe. Nous étions rendus où? On était, Peut-être plus un exemple plus concret sur les limit stop dans un marché de change. De quoi ça a l'air? aussi, là, j'aimerais juste rajouter là, quand tu disais que tu passais un échange au marché ou en limite, Oui. 95% des cas, quand tu vas passer un ordre au marché, tes frais vont être plus chers quand tu vas le mettre en limite. OK. Parce que ce qui se passe, quand tu fais un ordre au marché, quand tu passes un ordre au marché, tu vas prendre la liquidité de l'order book, donc du supplément montré. Ouais. Par contre, quand tu mets une limite, tu ajoutes de la liquidité au marché, donc les échanges te font payer moins de fees, OK. en principe.
Coinbase, je sais pas, mais s'il y a sur Kraken ou sur tous les Coinbase, autres c'est. market. Il y a fait du market, je suppose qu'il n'y a qu'un seul. Coinbase, c'est pas un marché de change. Coinbase, c'est toi tu donnes des dollars, eux ils te donnent des bitcoins. C'est ça. C'est eux qui. C'est des traders, enfin c'est des dealers de bitcoin. C'est ça. Mais du coup, oui, donc il y a ça aussi qui est assez spécifique. Et aussi, il y a quand tu passes un ordre limite, tu n'es pas forcément exécuté ou pas forcément en totalité, selon la liquidité. Et du coup, avec le slippage, tu peux ne pas avoir tout ton ordre qui est exécuté aussi. Donc, OK, fait que le frais de transaction, j'ai jamais porté attention. C'est une différence, Kraken, c'est sûr mais ça fait du sens. OK, c'est bon à savoir. C'est mieux de mettre un ordre limite au prix du marché C'est ce que je faisais moi. Ouais? que de mettre un Ah, c'est ordre. ça. Ce que j'ai remarqué la première fois que j'ai acheté, je Ouais. voyais que quand j'achetais au prix du marché, c'était nettement plus cher que quand je mettais une limite. Donc quand je voulais acheter au prix du marché, je mettais une limite sur le marché. Ouais. Mettons un quart de scène plus haut, puis Voilà. Au Ouais. prix. Ok. Ou Ah, au pas. prix. pas au prix, là, ouais. Ouais, tout à fait. Non, mais tu sais, au prix, mettons 5 piastres et quart. 5 piastres, mettons, et 15. 1. Tu sais, 5.151. C'est cool, merci. Maintenant, j'ai la réponse pourquoi c'est pas plus cher au prix OK, du marché. cool. OK. J'ai expliqué le concept tantôt sur papier. Désolé, je sais que c'était pas élégant. Si on fait un exemple ici, donc là, je suis sur le token EOS. Et en ce moment, ici, c'est écrit 5,47. Parfait. Si je dis je veux en acheter, mettons à 5,47, mais pas plus cher que 5,47. En général, c'est ça notre cerveau il fait là, naturellement. En tant que trader, tu pourrais dire je vais en acheter à 5,47, mais pas plus haut que 5,49. Je pourrais dire ça. Mais je vais faire juste un exemple 5,47. Donc, je reste avec la simple limite. Donc, ici, j'irais, mettons, dans. Et là, je me cherche parce que je suis rarement sur Bitfinex dans ce cas-ci. Là. Recherche en dessous. Yes. Parfait. Puis là, comme vous voyez, là, je suis comme un peu mal foutu avec mon graphe à droite. Là. C'est le pire des mots. Je suis vraiment désolé tout le monde. Donc, 5,47. Limite, j'en achète 100 pour 547 piastres. Donc, mettons, je vais mettre 10. Là. OK. Ça, en ce moment, je pourrais le passer. Là, j'essaie de voir combien j'ai dans mon compte. Je sais combien j'ai. Là. Je devrais le voir facilement. OK, il est là. OK. Sur Bitfinex, là, en ce moment, j'ai 179 US. Parfait. Donc, si je dis, je passe un ordre d'achat limite à 5,47, puis j'en achète 10 tokens, ça équivaut ici, c'est traité à 54 US. Buy. Ça marche. Maintenant, je pourrais dire limite stop limite. À partir de 5,47, je vais en acheter. Puis là, mettons, j'ai beaucoup d'argent. Là, je vais en acheter là, puis je suis même prêt à aller jusqu'à 5,55. Je préfère ça. Fait que je vais commencer à en acheter à 5,47. Là, de manière, il n'y a plus de vendeur. Le prochain vendeur, lui, il est à 5,48. Je vais en acheter encore un peu à 5,48, etc. Là, de manière, il n'y en a plus à 5,48. Là, je continue à en acheter jusqu'à 5,55. Ce qui est bien là, c'est que si tu avais le prix qui était à 5,40, Ouais. si tu es à 5,40 et qu'il y a quelqu'un qui fait un gros ordre et que ça passe à 5,49 par exemple, Ouais. du coup à ce moment-là tu peux acheter parce que si tu avais mis juste ta limite à 5,45, Ouais. 5,47, Ouais. et il te serait passé sous le nez parce que le prix il est monté trop vite, trop haut. Exactement. Parfait. Ça, c'est des subtilités qui sont dures à pogner quand tu commences, là, mais. Ouais. Avez-vous des questions là-dessus? Non, c'est pas. C'est bon? C'est quoi là? Fait que c'est juste ça la différence entre le limit stop. Là. Fait que le limit stop, c'est quand tu commences à en acheter et que tu as une grosse quantité, là, ou surtout que tu ne veux pas acheter puis pendant que ça pompe. Là. Mais, une règle générale, en limite, ça fait pour le monsieur, madame, tout le monde. Là. On est d'accord. Donc là, j'ai acheté. Un limit stop, ça va aussi avec un limit stop de vente. Ouais, c'est ça que je vais faire. Parce que sinon, tu achètes plus cher que le prix du marché. Si tu n'as pas prévu de le vendre, c'est un peu stupide. Exact. Si tu veux juste acquérir de la crypto, c'est mieux de l'acheter avec une limite proche du marché. Parfait. Donc là, supposons que j'ai du EOS, excusez-moi. Je retourne voir dans mon graphique.
Et là, j'en ai acheté et je dis, je veux me protéger d'une perte soudaine. Là. Donc, supposons que là, qu'il tombe en bas de 5,44 ici. Là. Donc, en ce moment, il vaut 5,47. Je dis, s'il tombe en bas de 5,40, là, non, je vais vendre. En bas de 5,40, ça va être la catastrophe. Le marché va FOMO. Je veux vendre. Donc, comment je le place tangiblement? Je vais dire, je vais le faire en limite. Le plus facile. Je vais dire 5,40. Je vais en vendre, mettons, 10. Et là, ici, je ferai sell. Parfait, 5,40 en limite. Ça veut dire que tant qu'il y a des gens qui veulent acheter à 5,40, je vais pouvoir, moi, les vendre, mes 10 tokens. Si jamais je suis à un point dans ma vie que je vais en vendre 10 000, j'en vends en réalité pour 54 000 US. Ça se peut que j'en vende juste une partie parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Parfait. Donc, si je suis rendu dans ces ligues-là, je dois dire ça de même, c'est là que la stop limit fait encore du sens. Donc, dès que le prix, je vais vendre, hein? Dès que le prix arrive à 5,40, je veux commencer à vendre. Puis, je suis même prêt à vendre jusqu'à 5,34. Donc, je vais en vendre à 5,40, je vais en vendre à 5,39, je vais en vendre jusqu'à 5,34 en souhaitant que je vais passer tous mes tokens que je veux vendre. Puis, si jamais je ne les ai pas tous vendus, là, ça arrête. Il ne va pas continuer à vendre pour moi. Fin d'histoire. Voilà. Donc, c'est ça la grande différence. Maintenant, une question que j'ouvre à tous. J'adorerais ça. OK. J'adorerais ça de dire, juste en passant ici, le graphe qu'on voit ici, c'est par jour. Excusez-moi, c'est 30 minutes. Je peux le mettre par jour. Comme ça ressemble à ça par jour, par 30 minutes. Donc, j'aimerais ça pouvoir dire à mon ordinateur ou à mon marché de change, « Hey, by the way, si le marché tombe à 5,40, achète, avec un stop limit que je ferais, mettons entre 5,40 puis jusqu'à 5,35. Parfait, achète. Ensuite, j'aimerais ça dire, si ça arrive, mets-moi un stop limit au niveau de ma perte. Donc, vends, mettons, à 5,35 jusqu'à 5,34. Puis si jamais il pogne 5,80, vends-le aussi. J'aimerais ça faire ça tout en même temps, mais je peux pas. Il faut absolument que je passe mon stop limit. Là, il est activé. Là. Mon ordre est en ligne. J'ai des tokens. Là, il faut que je prenne la décision de soit dire je vais mettre un limit stop dans mes pertes ou dans mon gain potentiel. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Ah ouais? Non, parce que pour ça, il faut que tu mettes tes fonds sur le marché. Donc, tu bloques les fonds. C'est ça. Puis, tu ne peux pas dire au système soit ce scénario-là ou soit ce scénario-là vend. Ben, si tu as acheté 1000 coins, tu peux en mettre 500. Ouais. Mais tu ne peux pas mettre 1000. Ok. Ça, c'est vraiment fâchant. J'aimerais ça pouvoir le faire, je peux pas. Et selon moi, la seule façon de le faire, c'est avec des robots traders, là, puis que tu programmes toi-même. Avec une condition, si tel scénario arrive, si ça monte, tu places en haut, si ça descend, tu places en bas. Puis là, ça, Changer ses ordres selon ton Ouais, ben un robot qui changerait à ta place parce que tu peux pas mettre les deux ordres en même temps. Ouais, surtout si c'est au milieu de la nuit. exact. Si c'est au milieu de la nuit et que le marché se crache ou qu'il y a un pompe. Ouais. C'est ça. J'aimerais ça pouvoir en profiter. Ripple, là. Ouais, en plus, c'est souvent ça. Tu sais, notre ami Ripple ici, là. Tadadadad. J'ai un plein écran. Tu sais, imagine que tu as du Ripple ici, là. Puis tu te dis, si jamais il y a quelqu'un d'assez fou pour l'acheter à 75 cents, je vais le vendre. J'aurais aimé ça faire ça. Si je l'achète à 34, J'en ai ici, là. J'en ai acheté à 30 cents, 35 cents, là. Puis, mettons, je mets un ordre, là. Hey, si quelqu'un dit, je veux l'acheter à 75 cents, là. Ah oui, let's go, vend. Là, je peux pas dire ça easy parce qu'en général, je vais mettre mon stop là, ici. Ouais. S'il descend en bas de 32 cents, vend. Fait que là, c'est un ou l'autre en ce moment. Fait que ça, c'est la réalité des outils standards. Je vais dire. Tu peux mettre des alertes. Ouais, mais là, des alertes, ça va vite, là. Ici, là, ça va vite en tabarouette. Voilà. Tu peux être au courant. Ouais. Ah, puis quand j'étais au courant, ben, ça donne que je n'étais pas devant. là, c'est une journée, les chandelles, là? Ça, c'est une journée. Ouais. T'as quand même, là, t'as 3-4 jours pour prévoir.
Après 3 jours, là, tu Bah, commences à te mets-toi dire. sur le un quart d'heure, là, tu vas voir, tout se passe très Non, rapidement. mais le 3e jour, là, tu peux te dire, Voilà. les profits sont bons. Ça, c'est du 4 heures. Je sais que là, un quart d'heure, va falloir reculer. Là, je sais plus où je suis. Là. Je suis désolé, je suis pas assez habitué de faire ça. Là. Pour reculer une semaine avant dans le quart d'heure, je sais pas. C'est quelqu'un, peut-être celui-ci? Il est là, C'est la gauche, là. Juste à gauche. Voilà. C'est le gars? c'est lui. C'est lui? Ouais. Parce que regardez, je suis pas capable de m'ajuster. Là. Je suis désolé. Là. Surtout, j'ai pas de souris. Là. Vous ferez vos recherches sur votre propre temps. Je suis désolé, gang. OK. Autre chose que j'aurais aimé connaître. Maintenant, d'autres questions juste avant que je switch de sujet. Parfait. Market, limite, stop, that's it. Puis les limitations du système que j'aimerais donc ça pouvoir dire, hey, c'est quelqu'un qui est assez fou, l'acheter aussi haut, je vais le vendre. Je peux pas parce qu'en général, je vais mettre mon limit stop en descendant pour éviter cette galère-là. OK. Ok, on va changer de sujet. Pause biscuit. Pause biscuit? All right. Ouais, on prend une pause. Good show. Party! C'est de l'éther. C'est le prix de l'éther ou c'est quoi? Mais l'éther, c'est un peu Bitcoin. Ouais. C'est rappelé. OK. Dernier sujet que je veux parler ce soir, c'est de la façon de lire les indicateurs les plus communs. On parle de MACD, on parle de la RSI, puis on parle du volume et du prix. Ouais, il y a peut-être 4 indicateurs. Le prix, ça va de soi. Le volume. Ensuite, MACD, c'est souvent 2 lignes ou plus, mais 2 lignes qui est basée, ici je n'ai pas écrit, sur le 26 jours, la moyenne sur 26 jours, la moyenne sur 12 jours. Puis la RSI, Relative Strength Index, c'est la pression de vente ou la pression d'achat. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Exemple, il y a 1 an et quelques. Tadada, 1 an et quelques, on est ici. Ça, c'est le Bitcoin, by the way, sur une journée. Et ici, on a tapé dans le 19 900 ici. Parfait. Est-ce que j'aurais voulu HODL comme c'était à la mode? Encore aujourd'hui, c'est à la mode. Mais est-ce que j'aurais voulu conserver, coûte que coûte, mes tokens à ce moment-là, sachant ce que je suis aujourd'hui? Non. Je pense pas. Je sais pas si pour vous autres, vous dites, peu importe. Moi, j'y crois. Sachant le prix qui s'est passé, Ouais. ou ayant juste les informations. Tu as des tokens ici, là, il y a 1 an environ. Là. Tu vois juste le passé, hein. Tu vois pas le Ouais. passé. Ouais, tu es là, puis tu dis, est-ce que ça vaut la peine de retenir ou de conserver, je devrais dire, mes tokens coûte que coûte? Puis là, tu es ici, là. Tu fais, est-ce que ça vaut la peine de les conserver? Est-ce que ça vaut la peine de les conserver? Puis là, on arrive à aujourd'hui. On est ici. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Moi, je pense qu'éventuellement, là, on est pas mal plus bas. OK, 6 400 versus 19 000 quelque chose. Supposons que ça revient ici, là. Un jour ou l'autre, supposons que ça repart, mettons, d'ici 5 ans, peu importe. Puis maintenant, on fait, je me souviens, j'y étais en 2017. Et je vais pas me faire rebaiser comme un con, right? Je veux me poser la question, ça va être quoi la meilleure stratégie pour vendre au bon moment pour que ça fasse du sens? Et ça, c'est une stratégie qui est bien de base dans le marché traditionnel comme dans les cryptos. C'est là que tu regardes les 2 grands indicateurs, la MACD avec le RSI. Je m'explique. Alors, la ligne bleue, c'est la moyenne du prix sur 12 jours. OK? Donc, on voit qu'ici que la ligne bleue, là, ici, le prix augmente. Là. Donc, la moyenne sur 12 jours dépasse la ligne orange. La ligne orange, c'est la moyenne sur 25 jours. Donc, vous comprenez la logique. C'est normal que la ligne bleue bouge toujours plus rapidement que la ligne orange. Donc, c'est un ratio qui est connu dans le monde des marchés en général, qui donne une indication sur, OK, comment se comporte le marché en général. Donc, imaginons ici que je dis, je vais zoomer un peu. Je suis désolé. Comme ça. Parfait. Bon, ici, par exemple, clac. Ici, c'est peu importe le 17 novembre. Ici, la ligne bleue dépasse la ligne rouge, orange.
Et là, ça serait peut-être un bon moment pour dire, ouais, je vais commencer à acheter, là, le marché commence à prendre un certain engouement. Je vais dire ça comme ça. C'est pas une science infuse. C'est pas une science infuse, mais on peut observer si en général, si ça fait du sens. La ligne bleue dépasse, je pourrais dire, ouais, ça commence à être un bon temps d'acheter. Fait que là, je l'aurais acheté, mettons, à 7800. Oui, j'aurais aimé ça l'acheter ici, tant qu'à ça. Mais là, c'est trop tard. Je regarde ici mon MACD. Je l'achète là. Et là, OK, la ligne bleue demeure toujours en haut. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Et là, ça va bien. Et là, les nouvelles sont bonnes. Et là, bam, on se souvient du crash. OK, dans le temps de Noël. Et là, imaginez que le prix descend, là. Et là, dans le fond, je fais pas de faux mots, d'où le titre de la conférence aujourd'hui. Je fais pas de faux mots, c'est pas une catastrophe, je me sens pas comme millionnaire, je pense pas à ma chaîne Lamborghini. Je fais juste regarder mon MACD, je fais est-ce un bon moment pour acheter ou pour vendre. Et là, je vois que le marché commence à ralentir solidement. Clairement, le prix descend. Et là, j'arrive ici, là. Et si je me fie à cette stratégie de base, là, j'aurais vendu à peu près à... Je vais mettre au pire. 16. Je vais mettre au pire. Tu sais, on s'entend, j'ai pas vendu directement quand ça croise, là. À peu près ici. 14 800. Donc, tantôt, je parlais de 7 800. J'ai pas doublé, là. Presque doublé. Juste en suivant cette stratégie-là. Cette stratégie-là fonctionne quand il y a certains volumes aussi. On le voit, les volumes ici, là. Il y en a, là. Donc, moi, avoir vendu à 14 800 il y a un an. Puis là, aujourd'hui, là, je regarde ma MACD, là. La ligne bleue est en dessous, la ligne bleue est en dessous, la ligne bleue est en dessous ici. Okay. Si je rachète, je vends. Si on fait l'exercice. Et on s'entend, là, c'est une stratégie d'amateur. C'est une stratégie d'amateur. C'est pas une affaire de professionnel, ce que je vous raconte. Donc, si je dis, j'achète ici, donc je vais mettre au pire. J'ai acheté à 17 000. Parfait. Donc là, moi, je repense à ça. Là, je fais, on va repartir. Là. OK, je pense à ça. Moi, j'achète à 17 000. Je regarde en MACD. Là, je suis comme, fausse alerte. Et je vends à, mettons ici, 14 000. Ça a fait mal, là. Donc là, ça va des deux sens. C'est pas blindé, cette stratégie-là. Donc, j'ai acheté à 17 000. Je pensais vraiment que ça allait repartir. Non, fausse alerte, j'ai vendu à 14. Donc là, j'ai perdu 3 000 de différence. Là. Mettons que j'ai tradé un Bitcoin. Donc là, je suis hors marché. J'ai perdu 3 000. Et là, je regarde ma ligne bleue ici. Est en dessous. Ici, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Vous voyez là, tabarouette. Ensuite, je suis en dessous. Bam. Je rachète là, mettons. Ici. Fait que là, je regarde ça, je suis comme, tabarouette. Ouais, ça ferait peut-être du sens. La MACD s'aligne. Supposons que je rachète ici. 9 000, Donc là, on rachète à peu près à 9 000. Même 8 800, tiens. 8 800. Puis par la suite, je regarde ma MACD. Et là, je suis au-dessus. Tabarouette, c'est dur ici de résister. Je suis au-dessus de cloud. Et là, j'ai vendu à combien? 8007. 8007. C'est combien je viens de dire? 8008, 8007. Donc là, j'ai essentiellement kiff-kiff, right? Parfait. Fait qu'on est kiff-kiff. Et je continue comme ça. Et aujourd'hui, puis là, c'est là qu'on taponne. Donc, ça donne juste une indication. C'est juste ça que je veux vous dire. Par rapport à si je reviens il y a un an, est-ce que j'aurais vendu ou j'aurais gardé? Je pense que la MACD peut nous aider à prendre ce genre de décision-là. Puis on peut customiser les trucs utilisés 12-24 jours. Là. 12-26. Mais on peut faire ce qu'on veut comme sur les courbes. Là. On peut dire, moi, je veux la valeur sur 3 jours et 6 mois. Là. Ça marche aussi. Oui. Un autre indicateur que je n'ai pas parlé, ça, c'est typiquement quand on veut acheter. Ou même vendre. Ouais. Je vais dire dans le mode j'achète. Donc, supposons ici que je dis, c'est un bon moment de... Je vais zoomer encore, désolé. Comme ça. Ici, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Si je me sens prêt, je regarde ma MACD. Ma MACD vient de dépasser mon 26 jours par rapport aux 12 jours. Je fais OK, ouais, je suis prêt. Puis je regarde la RSI qui veut dire la pression d'achat et de vente. Quand la RSI est basse, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui veulent vendre qu'acheter. Je considère qu'en général, c'est un bon moment pour acheter.
si je crois au projet. Puis quand je suis rendu ici, selon moi, c'est un très mauvais moment pour acheter. Il y a beaucoup d'acheteurs, là, donc les prix montent. Parfait, donc c'est peut-être un meilleur moment pour vendre, si je considère que c'est bientôt le temps de vendre. OK? Indicateur de base, encore une fois. Tu peux le refaire là en bas, c'est le nombre d'achats. De... Ça ici? Ah, ok. C'est le Ça, ratio acheteur-vendeur. Ok. Ouais, le ratio. Le RSI, c'est le Relative Strength Index, c'est la rapidité de changement du prix. D'accord. Donc, quand tu es en dessous de 30, ils disent c'est oversold, c'est-à-dire que le prix va dégringoler. Quand tu es au-dessus de 70, tu es en overbought, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pression d'achat que de vente. Ouais. Fait que c'est ça, entre le 30 et le 70, c'est comme normal. Fait que là, on s'approche d'ici, puis on s'approche de là, c'est là qu'en général, on dit que ça va certainement changer de direction. Donc, s'il y a trop de gens qui vendent, ben, de manière, là, ça va repartir parce qu'il y a des gens qui vont faire « Oh, le prix est bas, le prix est bon, c'est temps d'acheter. » Donc, c'est un autre index intéressant. Les couleurs, vous avez quelque chose, rose, vert? Tu parles de celui-ci? Non, non. Les chandelles? Ouais, Ça ici? Ça veut dire que... Les chandelles, comment ça marche? OK. Pour ouais, les chandelles puis le volume, OK. C'est par rapport à l'ouverture ou la fermeture. Dans une journée, dans ce cas-ci, c'est après 24 heures, dans les blocs de 24 heures, vu que j'ai mis mon graphique à une journée. Est-ce qu'à la fin de la journée, l'ouverture a été ici et la fermeture a été ici, donc ça a été positif. Au niveau de ce 24 heures-là. Comment? Les petites lignes, c'est quoi? C'est la variation, puis la grosse boîte, c'est les ouvertures fermetures. OK, j'arrive. Fait que les petites lignes, les fameuses wicks, là, ça, c'est le prix minimum qu'on est allé dans la journée et le prix maximum, ici. Mais l'ouverture de la journée en 24 heures, c'est ce bloc-là. OK. C'est ça, là, on voit que c'était continu, ça finit. C'est pour ça que à l'autre, lui, il a ouvert en bas. Non. Donc là, il a monté la journée. Hop, là, il a monté la journée. Il a ouvert en bas, toi, ça suit. Là, il a descendu. Il a descendu, il a remonté. Le vert, ça ouvre en bas, ça monte en haut, ça a monté. Et quand tu es en Le haut, vert, c'est ça, les directions en haut, montantes et c'est en les haut. directions descendantes. OK. C'est pour ça que tu vois, tu as toujours deux lignes similaires. Tu vois, lui, il est descendu jusque-là. Il est remonté un coup et là, il est redescendu. Dans une journée. Donc les deux en haut là sont alignés, puis les deux en bas sont alignés. Donc les couleurs vertes, c'est parce que ça a monté dans la journée. Rouge, C'est juste ça à minuit, il crée une nouvelle chandelle. Puis la couleur détermine la direction. Puis là, ça, c'est selon la façon que tu regardes ton graphe. Si tu regardes... On détermine la couleur. Parce que Ouais. l'avantage de chandelle, c'est que ça donne plusieurs informations. Ça donne la direction de la journée, la variation entre l'entrée et sortie de la journée et la variation totale, pic, maximum, minimum, dans un seul graphique. Donc, Puis en haut, c'est le volume. Donc là, regarde, ça, c'est 4 heures. Ouais. Ça, c'est 4 heures. Donc, là, je ne sais pas si mon système il est bien seté. Oui, c'est OK, c'est l'heure de Montréal. UTC 4, moins 4. Donc, tu vois ici à 16 heures, le 20 septembre, il s'est passé ça durant 4 heures. Fait que là, au minimum qu'on est allé dans le prix, là, c'est là, on est allé au maximum là, mais en 4 heures, là, on a ouvert là, on a fermé là. En 4 heures, on a ouvert là, on a fermé là. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ouvert, on est descendu, fermé. Ouvert, fermé, etc. Puis plus tu zoomes, plus tu vas voir le détail de la course des signes. OK, cool. Puis en bas, c'est le volume. Donc plus la barre est haute, plus il y a eu de transactions à l'achat ou à la vente. Donc l'achat, c'est du vert, la vente, c'est du rouge. Et en général, la couleur coïncide avec l'autre au-dessus. Yes. Donc, c'est toujours- Le volume est écrit où? Là, je pars dessus, là. Tu sais, c'est... Je vois pas. T'as pas une échelle pour le volume? Non. Des fois, t'as un tableau à part pour le volume. Je suis sûr que c'est un indicateur qu'on peut ajouter, là. Mais là, je le vois pas. En tout cas, Moi, je l'ai là, par exemple, ici, là, je l'ai sur la partie haute. OK, c'est ça. Vol, il m'affiche. Quand tu passes la souris dessus, t'as un petit carré, là, Yes. t'affiches l'information. La valeur comme telle du volume, c'est le total achat et vente. Dans la période, ouais. Donc, on ne peut pas avoir la distinction des deux. Probable. Je sais pas. En fait, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète, il y a quelqu'un qui vend. Le truc, ça fait, c'est qui est-ce qui a mis l'ordre et qui est-ce qui a pris l'ordre. C'est important. Donc il y a eu, moi je regarde par exemple la courbe, là, sur une journée, j'ai 297 de volume.
Donc il y a 297 échanges en termes de limité de la valeur. Là, je suis sur l'Ethereum Bitcoin, donc il y a 287 Ethereum qui ont été vendus ou achetés pendant la période de 24 heures. Bref, là, je vais pas jouer avec ça, là. Mais tu sais. Attends, tu dis Ethereum, c'est pas le nombre de transactions. Non, c'est le nombre d'Ether, le nombre de coins Ethereum. Ouais. Si tu vas sur du dollar, ça va être ou Bitcoin dollar, ça va être le nombre de Bitcoin, le nombre de dollars. Les courbes, tu peux les customiser, tu peux mettre différentes façons d'afficher tes courbes. Il y a plein d'outils. Des points, des réflexions sur le MACD en général, le RSI. Sur le RSI, le gros point du RSI, c'est voir la divergence que tu as avec ton prix. Mm-hmm. Et ça là, avec la divergence, tu aurais pu dire que le top était là et que ça allait descendre. OK. Donc, as-tu un graphique qui montrerait ça? Ouais, on revient sur le daily. Là. On va sur le daily. Le daily. Sur le descente. Comme ça. Ouais. Retournons là où on était en décembre. Voilà. Alors, voilà. OK, attends un petit peu, je vais zoomer ici. Je peux prendre Oh oui, certain. Comme ça. Donc, ici, là, le prix était à 16 000. Donc, si on enlève... Oh, merci. Hop là. Donc, ça, c'est ton prix. Qui est... on va mettre une trendline. Qui est de là à là. Donc là, le prix, il est monté. OK. Sur cette période-là. Mais à la même période, ton RSI, il est passé de... comme ça. Donc, en fait, la tendance du changement de prix était en descendant, alors que le prix en lui-même était en train de monter. OK. Et là quand tu es ici, là, quand tu vois la divergence, tu fais hop, 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 coco, ça va commencer à partir mauvais quand tu es là. Quand tu es là. Parce que ici, là, tu as vu, ici, tu as topé dans ton RSI, Ouais. et le prix il continue de monter, mais le RSI est descendu. Et ça te crée une divergence. Parfait. Ce qui veut dire que le prix aura tendance à descendre à cause de... Tu vois que là, il est descendu bien comme il faut. OK. Et tu retrouves ça... Fait que probablement que c'est une bonne idée que quand tu vois ça, ici, là, à cause de cette RSI-là, tu te dis, wow, ça sent mauvais, là, ça serait peut-être temps de vendre. Et tu vois que quand tes moving average vont croiser, et ben le RSI il a droppé bien comme il faut. Ouais. Et tu vas avoir aussi une divergence. Là, par exemple ici, où est-ce qu'on a la divergence encore? Tu vois par exemple ici. De là à là, c'est resté le même prix là, tu vois ici, là, entre les deux. Attends, je vais juste augmenter le... Voilà. Donc ici, tu as un prix qui est assez similaire, enfin le RSI était assez similaire, OK, oui. tac, alors que le prix, lui, il est descendu. Et après, une fois que tu es arrivé ici, tu vois, le prix est remonté. En fait, là, quand tu vois que le RSA et le prix ne vont pas dans la même direction, Mm-hmm. tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un changement de tendance. OK. Cool. Donc le gros point du RSA, justement, c'est de voir si la fluctuation du prix est en concordance ou pas avec le RSA. OK. Cool, thanks. Le RSI est affiché par défaut. Ça dépend des sites web, ça dépend des outils. Je pourrais pas dire, mais regarde sur TradingView. Ce que je peux te dire, regarde, je peux les supprimer. Comme ça. Supposons que j'arrive et que ça ressemble à ça. Ensuite, moi, j'ai des indicateurs qui sont ici, je crois. Ouais, là, je les cherche. Donc, MACD. Un clic ici. Ensuite, je pourrais chercher RSI. Comme ça. Comme ça. Ils sont apparus les deux. D'accord. Sur Bittrex, par défaut, il n'y est pas, mais tu peux aller l'ajouter. Je viens de l'ajouter, puis la courbe, c'est mis. Ouais. Donc, effectivement, configurer les outils, c'est un autre débat. C'est comme apprendre un logiciel, littéralement. Là. Ouais. Plusieurs fois, puis tu as plusieurs marchés de change. Ouais. Chacun a ses outils. Fait que c'est pour ça qu'en général, tu utilises, mettons, TradingView, puis après ça, tu y Les vas. mêmes outils, mais ils sont différentes classes, différentes façons de les utiliser. Ouais.
Le RSI, déjà, ça correspond à quoi déjà? Relative Straight Index. Strength Index. Donc, ouais. C'est la rapidité de changement de prix en fait. D'accord. Donc au plus le prix il monte vite, au plus ton RSI va monter. Exact. La pression de vente aussi. C'est ça, ouais. Mais il est basé juste sur le prix ou il est basé sur le volume? Je crois qu'il y a le prix évolue, mais justement pour dire que si le prix monte mais qu'il n'y a plus le volume qu'il fallait, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir la divergence, parce que sinon ça suivrait totalement le prix. Ouais. Mais il y a quelque chose qui fait que ça. Je pense qu'il y a du volume qui est plus dedans. Tiens, Jérémy, tu pourras aller voir ça. Non, je niaise, mais effectivement, c'est des formules connues depuis le début des temps. Là. Je la connais pas non plus. Ah bah tiens, la divergence. Bam. Voilà. Ça répond à ta question? Ok, il n'y a pas de volume dedans. Pas le volume? C'est juste des moyennes. Ah, plus la moyenne divisée par la moyenne. Donc la moyenne des changements vers le haut, vers le bas. OK. Donc, c'est aussi un indicateur de volatilité. Oui, en quelque sorte, je pense. volatilité. La moyenne sur quoi? Dans le temps, sur ce qui détermine? C'est pas inscrit. Bah, c'est par rapport à ta journée ou à ton heure, selon la courbe que tu vas suivre. Si tu changes la courbe, ça va changer, il va recalculer, il va revenir. C'est ça, ton average, c'est selon le range que tu vois devant toi. C'est par rapport à la chandelle plutôt? Oui, c'est ça, mais si tu affiché 24 heures, il va te prendre des données sur 24 heures, et des données sur 24 heures. Si tu affiché 1 heure, il va te prendre des données sur 1 heure. Il calcule l'average en fonction de la période de temps qu'il donne. C'est ça. D'autres points sur la stratégie de base? Soyons clairs. Ouais, moi j'aime beaucoup les Aikenashi candles. OK. Je suis curieux que tu nous montres ça. Va sur ta ligne, tu peux changer. Aikenashi. En fait, c'est un peu laggy comme méthode. Clique sur les chandelles. Là, Micro, s'il te plaît. Elles sont différentes en fait. clique sur les chandelles. Regarde, vas-y. Ouais, voilà. Comme ça. Ici, tu peux changer si tu veux le cours en ligne, par vas-y. exemple. Donc, tu vas pouvoir changer la ligne. Mais tu peux aussi donc, passer des chandelles normales au Aikenashi. OK. Et elles sont passées où? Elles sont descendues. Elles sont là. Voilà. C'est quoi les... Donc l'Aikenashi, en fait, ça fait la moyenne. Donc la chandelle va toujours ouvrir au milieu de la chandelle d'avant. Ok. OK. Exactement. Donc là, tu vois ici, tu vois que pour avoir la traîne qui descend, tout est rouge. Ouais. Dès que si tu as une wick qui est dans la direction de la pente, donc par exemple ici, le wick il est vers le haut, donc ça veut dire que c'est vraiment une tendance acheteuse. Dès que tu as une doji, donc un wick en haut et en bas, c'est-à-dire qu'il y a de l'indécision. Et dès que dès que tu commences une trend, dès que tu as le wick qui est dans la direction de la trend, ça veut dire que c'est une trend forte. Et pareil, quand tu as la wick qui commence à aller en haut et en bas, ça veut dire qu'il y a de l'indécision. Et pareil dans ce cas. Et quand tu compares avec, alors je pense qu'il faut qu'on se mette ici, juste pour comparer l'une et l'autre. Donc ça c'est le Aikenashi, et ça c'est les candles. Allez, voilà. Donc visuellement déjà, même si tu vois ici, en fait tu te fais pas sortir du trade par une bougie verte, une bougie qui est pas dans le même sens. Tu paniques moins. Exact. Ben, en fait, ça te permet de rester dans la trend. Et vu que moi, j'aime bien rester sur les trends, du coup, moi, ça m'aide beaucoup ça. Très cool. Il y a les formules de comment c'est calculé. Donc, l'ouverture, c'est toujours la moitié entre le prix d'ouverture et de fermeture de la chandelle d'avant. Ouais, Le max, c'est une moyenne de plein de tous les maximums. Et pareil dans ce cas. Donc c'est vraiment et surtout ça te permet de sentir la tendance et ça retire le noise en fait. c'est ça, ouais, c'est ça, c'est plus. Et même sur des petites time frames ça marche très bien quoi. Donc même si tu passes sur les 45 minutes par exemple, où là ça va être super choppy, quand tu repasses après en Aikenashi, là tu commences à avoir un truc beaucoup plus smooth. C'est vrai que c'est pas mal plus agréable à regarder. Là c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Mais alors après moi ce que je fais c'est que je rajoute par-dessus. Je rajoute vraiment le prix aussi, donc là on est sur Bitfinex, BTC, USD,
Finex. Donc je rajoute le même indicateur encore une fois, mais sauf que je vais le mettre en normal en fait. Je vais le mettre en style line en fait. Et en close, c'est close. Ouais, c'est close. Donc du coup là tu peux voir le prix comparé au truc. Donc tu vois que le prix il est en descente. Là, le prix Il ferme toujours plus bas qu'avant. Exactement. Et donc la chandelle, c'est vraiment plutôt la moyenne et le wedge de ce qui s'est passé. Ouais. Et le prix, il est vraiment, tu vois, il faut vraiment que tu prennes le prix en compte. Donc c'est un petit peu décalé, c'est un petit peu laggy, mais moi j'aime beaucoup. Cool. Thanks. Je savais pas ça. Autre chose en général sur vos habitudes d'achat et vente qui serait bon à partager? Une spéciale? All right. Prendre en compte les frais de transaction. Oh. OK. Parce que tu dis, hey, j'ai fait 1%, je le vends. Mais tu as 0,5% de frais à l'achat puis 0,5% de frais à la vente. T'as rien fait. Bon point. On se les frais en génération en dessous de 0,1%. Moi, je m'étais fait un fichier Excel tout con là, en me disant avec les frais de la place de change. Puis je marquais, j'ai acheté à 1200. Puis là, je regardais, si je vends à 1300, j'ai fait 2%. Si je vends à 1400, j'ai fait 5%. Et je voyais le pourcentage de gain, à quelle valeur fallait que je vende pour faire 5% de profit. OK. Incluant ton frais? Oui, avec le frais déduit directement dans le tableau Excel. Donc tu mettais le frais, Je te suis. le prix à l'achat ou le prix à la vente. Là, j'avais un prix pour chaque. Ouais. Et ça te disait les pourcentages de gain. T'avais-tu avant impôt, après impôt? Ça, l'impôt. Super avancé, là. Ce que j'aime beaucoup sur TradingView aussi, là, c'est cet outil pour calculer la position. Donc là, tu as une position longue ou short. Donc on va dire qu'on va aller en long. Que tu veux rentrer ici, par exemple. Paf. Donc tu peux dire visuellement préparer ton trade avec le stop loss. Alors ce qui est bien, alors peut-être qu'on va pas voir beaucoup ici. Ouais. Mais ici, tu peux aller dans le style. Tu peux dire combien tu as de sous sur ton raconte. Ça sera en dollars, ça, ici? Là, par exemple, c'est en unité. En tout cas. Unité de token? En account size, donc ça veut dire si tu en... 1000 bitcoins. Voilà. Donc là, c'est ce que tu as, on va dire, tu as 1000 $. Ouais. Et sur le trade, tu veux risquer... Oula. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Ça rapport au max, je sais pas c'est quoi. Ok. Donc ici, on retourne. Voilà. Donc ici, tu veux dire, tu vas risquer 3% de tes 1000 $. Et il va te dire ici combien de... ici, là, vous ne voyez pas, mais j'ai un risk-reward de 2,41. Ça veut dire que si ici, je perds 1 $, ici, je vais gagner 2,41 $. Et surtout, il va me dire combien est-ce que je peux en acheter. Donc ici, je peux acheter une unité du truc. Donc ça permet de calculer la taille de ta position en fonction du risque que tu veux prendre. OK. Donc plutôt de dire, bah, je vais mettre 1000 balles. Tu veux dire, j'ai envie de risquer 30 $. Avec la distance de ton stop loss, Ouais. tu vas pouvoir calculer la taille de ta position. Et tu vas dire que moi, je ne vais pas risquer mes 1000 $. Ton portfolio complet. Je vais seulement risquer 30 $ de mes 1000 $. Et selon si ton stop loss est très près de ton entrée ou très loin, et ben, tu vas pouvoir jouer la totalité de ton acompte, ou très peu. Parce que si ton stop loss il est ici, et ben, du coup, pour risquer 30 $, il va falloir que la position initiale va changer en fonction de la distance de ton stop loss et du risque que tu veux prendre par trade. OK. Très cool. J'ai jamais utilisé ça encore. Mais de toute façon, là, je ne sais pas comment vous faites pour calculer vos positions quand vous en rentrez. Est-ce que vous mettez toujours tout d'un coup ou est-ce que vous balancez selon... Moi, je balance dans différents tokens. Ok. Mais alors, voilà, Donc, c'est je mets pas t'investis tout. Plutôt. Tu ne traites pas, tu investis. Tu dis, j'investis là-dedans, je laisse courir. Ben, je laisse courir jusqu'à un certain point. Moi, j'achète un token dans l'espoir qu'il monte et je vais le vendre à 5%, 10%, 15%. Je vais faire un tiers, un tiers, un tiers. Je mets Alors. 3 limites de vente à 3 emplacements de profit que j'espère. À la hausse? Ouais, je l'achète à 1000, puis à 1300, Donc, je s'il vends un crash, tiers, à 1600, ouais, Tu manges tes bas. Ah, mais Est-ce que- s'il crash, je le garde. Est-ce que tu définis ton stop loss aussi en rentrant dans Non, le je fais juste des limites. Bon, moi, je mets plutôt... Mais c'est moi, des je- moi, je fais l'inverse. Moi, je rentre dans le trade et je mets un stop loss direct. Après, si le trade ne va pas dans ma direction, bah, Il va. stop loss. Si le trade va dans ma direction, après quelques chandelles et que je vois que ça confirme, je prends mon stop loss, je le monte
au-dessus de mon entrée. OK. Comme ça, si le prix redescend, T'es je sais sécurisé. que je sécure mon profit. Mhm. Et après, tu peux rebouger. C'est ça, c'est plus actif, là. Ouais. C'est ça, puis c'est là que je disais tantôt. J'aimerais pouvoir dire, mais je mets mon stop loss, puis je mets aussi mon profit limite, là. Ça serait le fun, les deux en même temps. Ouais. Alors après, ça dépend quelle plateforme tu es. Mais si tu as une plateforme où tu peux shorter avec du leverage, ben, si tu passes un ordre d'achat Mhm. en limite, enfin, si par exemple tu prends une position longue, Ouais. tu vas prendre une position longue, et après tu vas passer un ordre de vente en limite, Ouais. et ben, ça va te permettre, vu que tu vas revendre, tu passes juste un ordre de vente, il va te prendre ce que tu as déjà dans ton compte, il va le revendre. Donc, c'est comme si tu mets pas un taux de profit sur l'ordre en lui-même, et tu remets un nouvel ordre avec une limite. Ça, c'est des bouts que je suis pas encore à l'aise, là. OK. En fait, c'est vu que le stop loss il est toujours lié à ton trade, Ouais. tu as toujours une autre ordre où tu vas faire l'action inverse. OK. Ça marche pas dans toutes les plateformes, mais ça dépend Ouais. des plateformes. OK. Autre conseil, gang? Moi, j'utilisais des fois la Fibonacci. Ouais. Je vais juste montrer rapidement. Ça t'a aidé à date? Je m'en sers plus en ce moment, mais je dirais l'année passée, j'ai beaucoup utilisé la Fibonacci quand je faisais des petits trades et toutes choses. OK. Fait que mettons qu'on va... Là, c'était un peu trop extrême là, comme graphe pour que ça marche. Mais... Là, c'est 45 minutes, là. Ouais. Voilà. La couleur partie, j'ai pas ça. On peut le mettre en noir et blanc. Bon. Ça donne des- C'est bien, ça donne des traits. OK, donc là, ça débute à 6510 jusqu'à ton top ici, 6550. D'accord? Et après, il y a Donc, tu essayes d'acheter dans la zone bleue puis de vendre dans la zone verte. La bleue, c'est celle-là? Ouais. Puis la verte, c'est celle-là. C'est ça. Ou celle-là? Les deux, c'est vert aussi. Bleu, puis vert. Moi, j'ai avec les pourcentages. Fait que là, mettons, je comprends pas, t'es où dans le temps, là? T'es là dans le temps? T'es où? En fait, là, il a tracé les deux points, donc entre la plus basse et la plus haute. OK, donc dans le temps, tu serais où, là? Ici, tu as 50%. Ah, mais non, t'es pas en haut. Donc ici, ça, c'est la moitié du range. Ici. Ok, c'est ça. Donc ce qui va se passer souvent, c'est que le prix, quand il va taper le maximum, il va retracer, en général à 3,82. Après, il peut retracer ici. Et par contre, s'il passe ici, en général, c'est que c'est mauvais signe. C'est des paliers. C'est des paliers des robots en quelque sorte. OK, ouais, je veux bien. Si on va sur cette montée-là, par exemple, ici, tu vois, quand il est retracé, il a retracé à 0,32, 0,38. Donc là, c'est le premier palier de Fibonacci. En fait. Après, il est revenu retaper ici. OK, mais lui, c'est quoi ce palier-là? C'est rien? Là, c'est 0,236. Ouais. Après, c'est 0,382, 0,5, Parfait. 0,618, 0,786. Donc là, c'est la suite d'or de la suite de Fibonacci. D'accord. Mais à quoi ça t'aide à faire quoi que ce soit, là? En fait, ça te permet, en fait, en général, quand tu as un rallye, tu vas venir te retracer sur ces levels. Tu vois, ici, tu vas ça retracer ici, Mhm. ici, c'est revenu ici, et après, c'est remonté plus haut. Là, c'est calculé a posteriori en fonction de ce qu'on voit dans le graphique. C'est quelque chose qui était prédictif. Non, c'est juste Non. les deux points que tu places. Ça, c'est le nombre défini. Je sais pas si tu as déjà vu sûrement sur les images, tu as une espèce de spirale grossie. Voilà, ça, c'est la suite de Fibonacci, justement. Et là, c'est le même principe, sauf que c'est défini. Au lieu de dire tu prends un quart, un moitié, machin, là, tu vas à 0,236, parce que c'est des trucs qui, selon Fibonacci, selon le nombre de vents, qui a plutôt tendance. Ça, là, je comprends. Tu finis 2 points, ça te donne tes paliers à lesquels tu vas setter. En fait, ouais, c'est ça. Ici, tu as la moitié de ton range. Mais vu que les robots utilisent ces valeurs-là pour setuper leurs ordres, souvent tu vas voir que la tendance va arriver près d'un palier, soit elle rebondit un palier, soit elle le traverse. Donc, si tu vois qu'elle approche d'un palier, qu'elle le traverse vers le bas par exemple, qu'elle est en train de descendre, là tu sais que vend tout de suite, puis attends qu'elle aille au palier plus bas pour l'acheter. Tu regardes, est-ce qu'elle traverse le palier, t'attends, hop, si elle rebondit tout de suite, t'achètes. OK, mais là, aujourd'hui, là, ce soir, tu veux utiliser cet outil-là. Comment tu l'utilises pour ce soir? Bah, ça dépend. Donc, combien de temps tu vas rester devant, par exemple, tu dis je vais rester devant l'ordinateur pendant la prochaine heure.
Je vais regarder ce qui s'est passé il y a 2-3 heures en arrière. OK, allons-y. Fait que, mettons, tu mettrais... On est sur 45 minutes par exemple. On va passer sur du 4 heures. Donc là, on est sur, on est sur Bitfinex en plus. On est sur 15 minutes. Là. Bah, c'est quoi, c'est Bitcoin? 15 minutes, c'est bon. On a un peu de volume. OK. Donc, par exemple, là, on est descendu. Ouais. Si tu fais en descente. De midi à midi. Mais là, 15 minutes en général, c'est-tu cool, ça, 15 minutes? Bah, si tu veux Pourquoi pas faire 30? des rapide, oui. OK. Tu veux avoir plus de taille dans ça. Je vous écoute, je vous écoute. Hop, Donc voilà. là, tu regardes ce qui s'est passé hier. Là, c'est aujourd'hui. OK, puis ça, c'est le 21 à 10h40 le matin? Exactement. Donc, admettons Cool. que tu es ici. Et tu dis, ah, c'est tombé, ça commence à remonter. Bah, après, tu vas voir tes levels. Et ben, regarde, hop, 0,382. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a été stoppé. Tu n'avais pas un support, tu n'avais pas de résistance. Mais suite à cette chute-là, Mhm. quand il est remonté, il n'a pas réussi à passer le 0,38, le level 0,38. D'accord. Alors que sur la charte, tu vois, tu as peut-être ce niveau-là, là, tu vois, qui n'est pas forcément signifiant. Mhm. Il a supporté, il a résisté ici. Et après, bizarrement, il n'a pas réussi à monter ce range-là. Je suis d'accord. Donc c'est juste des ratios qui existent et qui se retrouvent dans le brocoli aussi bien que dans les charts. Mais là, à quoi ça t'aide à prendre une décision là, pour... Tu veux Voilà. faire quelque chose, là? Là, tu vois que ça descend. T'attends. Dès que là, tu surveilles, tu restes dans ton agenda. Toutes les secondes, tu regardes. Ouais. Hop, ça a descendu, tu fais rien. Ça a descendu, tu fais rien. Ça a descendu, tu fais rien. Hop, ça rebondit, t'achètes. Alors ce qu'il y a, c'est que là, c'est... Puis là, tu vas te décider, est-ce que tu vas le revendre juste en dessous de la ligne, tu sais, ou alors tu restes à Non, la mais ce que je comprends pas, je comprends quand tu me le dis ici, mais là, aujourd'hui, ce soir, là, comment je fais pour faire ce que tu me dis? Là, regarde, tu vois, là, on est sur le 230, 0,236. On arrive sur ce level-là. Là, il va aller là. Donc là, il s'en va pour traverser. Ouais. Soit il va traverser puis il va remonter jusqu'ici, soit il va redescendre. Là, t'achèterais dessus s'il dépasse juste là? Ben là, moi, j'attendrai qu'il s'approche de la ligne. Mais là, il Si s'approche. Si je vois qu'il la traverse, Ouais. j'achète. Si je vois qu'il rebondit, j'attends. Ou je vends. Si j'ai du stop, je le vends. OK, fait que là, mettons, tu mettrais ton limite stop à ben c'est ça. C'est comme si t'avais, 6560? C'est ça? Mais en fait, ça te donne des levels, parce que ici, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais tu vois très bien qu'ici, il va y avoir un changement premier de reste de direction. résistance. Et après, par contre, s'il passe en dessous de 0, bah, tu vois que ça va revenir. C'est fini. Ça te redonne des paliers, en fait. Et après, une fois que tu es à 0,382, Mhm. bah, tu vois que le prochain palier, c'est 0,5, Ouais. où le range est beaucoup plus petit que ici. Ici, tu as OK. ce que je veux dire, c'est une espèce de suite, là c'est la suite de Fibonacci, mais pour tenir. Alors là, dans ce cas-là, ici c'est ce qu'on va regarder par ici, mais si tu fais l'inverse, donc si tu reprends fais une de là à là, on va éclater le haut, on va choper le haut, alors peut-être que ça va être ici le maximum. Après, tu vois, c'est pas forcément, faut aller choisir le bon point qu'il faut. Admettons, tu es ici, Oui. tu sais pas ce qui se passe après, et tu dis, ah bah écoute, où est-ce que ça va, ouh, je descends dans le vert, bam, ça a tapé quoi? Ça a tapé ce level-là. Tac, ici c'est revenu à ce level-là. Ce que je veux dire, c'est des... À chaque fois que tu passes une ligne, il y a un changement de direction qui peut s'opérer. Soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Donc au-dessus ou en bas. Mais en général, entre deux lignes, la Mhm. tendance va se maintenir. En général. Donc, on voit que là, c'est pas trop le cas, là, il fait des allers-retours autour de la ligne. C'est des ratios. D'accord. Comment ça s'appelle cette fonction? C'est Les le courbes de Fibonacci. Fibonacci retracement. Ici, ça s'appelle. Ok. Je pense que tu as aussi une version de Fibonacci qui est en angle aussi. Là. Ouais. Ça, je ne sais pas trop l'utiliser. Là, tu as les fans aussi. Le Fibonacci Spot Resistance. Tu as le Fibonacci Time Zone pour aller dans le... qui est sur le temps et pas sur le prix. Ça, je ne m'en suis jamais servi. Autrement dit, ils ont appliqué le Fibonacci avec différentes variables, différentes perspectives. Vu que tout le monde utilise ça, chacun utilise tous les outils de trading, il y a des robots qui sont configurés avec ces variables-là, ces métriques-là. Donc souvent, forcément, tout le monde regarde Fibonacci, tout le monde regarde les tendances et les trucs. Dès que ça traverse quelque chose, dès qu'il y a un outil qui détecte qu'il va y avoir un changement, le changement va s'opérer. Parce que tout le monde a les mêmes outils. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un changement, donc tout le monde va le faire. Donc l'idéal, c'est de toi aussi avoir les outils pour espérer comprendre qu'est-ce que les robots, qu'est-ce que les autres vont faire pour pouvoir arriver sur le marché
au bon moment, puis sortir au bon moment. OK. Alright. Donc tu te mets en phase avec. C'est ça. Bon. C'est un outil qui va te dire ça monte, l'autre qui va te dire ça descend, puis les autres vont dire ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Ça se peut que ça va monter. Quoi. OK. Mais plus tu es capable de maîtriser l'outil, plus tu es capable d'évaluer puis, les tendances, puis d'espérer deviner ce qui va se passer. Donc c'est un peu dirigé. Ah bah après, dans le trading, tu ne sais pas si c'est une self-fulfilling prophecy ou si c'est vraiment le truc qui se passe. Vu que tout le monde a les mêmes outils et a plutôt les mêmes bases de logique, Ouais. tu ne sais pas si le prix il arrive là et il est supposé descendre selon l'analyse technique. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'analyse technique ou parce que le prix arrive ici que ça descend, ou est-ce que c'est tout le monde sait que parce qu'il y a ce truc-là que ça va descendre, donc tout le monde anticipe ça, donc tu vois ce que je veux dire, après, tu peux aller au double sens où les mecs ils savent que ça arrive comme dans ce truc-là et que tout le monde pense que ça va aller dans ce sens-là, alors qu'il y a les gros mecs qui vont arriver et qui vont dire ok, je vais vous mettre dans. Après, tu peux aller dans 5 levels de je fais ça, mais je fais l'inverse, mais je refais ça parce qu'en fait, il y a d'autres qui pensent l'inverse, mais c'est dingue. Après, si tu n'as pas des millions pour faire bouger les marchés, en général, toi tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas de grosse influence là-dessus. Bah, pas sur le Bitcoin dollar, mais sur des toutes petites monnaies, oui, éventuellement. Mais il y aura moins de traders, donc il y aura moins de. Les outils seront moins efficaces. Parce que le marché va juste être, ça va être juste des amateurs qui vont faire n'importe quoi. Donc, il n'y aura pas de tendance vraiment réelle. Ah ouais, il faut vraiment faire. En principe, moi, je ne traderais rien où il n'y a pas un volume en dessous de 10 millions, par exemple. Ou 1 million. Tout à l'heure, il y avait le truc 20, Crypto 20, là. Crypto 20, là. On était à 14. 25 000 dollars 14 000 par jour. 14 000 Ouais. Donc ça veut dire que si tu mets 7 000 dollars, eh ben, tu vas prendre la moitié de toutes les ordres qui sont dans le truc. Si tu mets 20 000 dollars, eh ben, tu vas pouvoir acheter que 14 000 dollars. Et les autres, parce qu'il n'y a personne qui porte vendre. Et le prix va faire ouf. Et quand tu vas le vendre, ben, tu vas essayer de le vendre, il n'y a personne qui en veut parce qu'il y a 14 000 dollars Exact. de transactions par jour qui sont. Les Comme ça, tu statistiques vont être totalement inutiles parce qu'il n'y a pas assez de données pour les statistiques. Tu peux te retrouver avec un crypto chic là, qui est sur un site à 3 centimes et sur l'autre à 12 centimes. Mais là, tu te dis, attends, je vais l'acheter 3, je vais le vendre 12, tu sais, je l'achète, je vais le mettre sur le plateforme, je vais le vendre 12. Sauf que pour l'acheter 3, tu peux acheter pour $1, il n'y a pas plus de volume. Puis l'autre, tu peux le vendre pour 50 centimes, il n'y a pas de volume. Il n'y a personne qui en veut. Il n'y a personne qui va faire. Ça s'appelle L'arbitrage. Ouais. Tu achètes et tu revends sur d'autres pour équilibrer le marché. Tu cherches toujours à acheter pas cher et à revendre cher. Mais sur des petits tokens où il n'y a pas de volume, bah, tu peux même pas le faire. Tu peux pas acheter. Ou alors s'il n'est pas cher, tu en achètes un, puis le deuxième il est double du prix. Tu as 2 personnes qui en vendent. Yep. Alright, gang. Je pense que ça conclut pour ce soir, déjà 9h et quelques. That's si it. vous voulez vous entraîner, moi c'est ce que je fais. Ouais, ouais. Moi je fais du paper trading qui est par ici, trading panel. Donc ici vous pouvez vous linker directement avec ce que vous voulez, mais vous pouvez aller sur paper trading, c'est où je l'avais activé. À gauche ici? Et voilà. OK. Paper trading, je veux un compte, bah, tu vois, j'ai 100 000 balles à compte. Et ben, tu veux dire, eh ben, je vais acheter maintenant, je vais acheter en limite. Je suis à combien là? C'est à 6500. Quand ça va être à 6565, je vais acheter. Paf. Et alors, je peux pas voir la fenêtre. Ah, bon. Tu fais buy. Pam. Et du coup, vous avez acheté. Et donc ici, tu vas voir. Je descends ça. Donc, moi, c'est comme ça que je fais pour l'instant. Donc, ici, il y a ce que vous avez acheté. Mhm. Et après, tu peux dire ici, ce qui est vraiment cool, tu peux faire take profit et stop loss. Donc là, tu as les deux. Je fais protect position. Je vais mettre mon stop loss à. Ah, tu peux faire les deux. Exactement. Ah, c'est facile. Et là, Là. c'est du paper trading, donc tu n'as pas de frais, tu n'as pas de slippage, tu n'as pas tout ça. Donc, Ah, ça, c'est juste pour la simulation. Mais c'est brillant, ça. c'est pour t'entraîner. C'est vraiment brillant, ça. Stop loss puis take profit, c'est simple. Paf. Et après, ici, tu as mon take profit. Et le stop loss qui est plus là. Et tu peux aussi très bien arriver, tu dis, bah, je vais mon take profit, je vais le mettre là. Ah oui, je vais le changer. Paf, on dit pareil. Moi, Ouais. c'est comme ça que je m'entraîne. Très cool. C'est très, très cool. Donc, pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit, pas d'affront. Tu peux trader avec 10 000 ou 100 000 ou 1 million. Et après, tu peux voir comment tu es performant. Exactement.
C'est comme Moi, je faisais ça il y a, C'est ça, hein? sans risque de perdre. il y a des années. Il y avait Google Web, je crois, ou je sais pas quoi. Tu pouvais créer un portefeuille d'actions. Donc, je m'étais donné une action Apple, une action Google, etc. Ouais. Puis tu voyais jour par jour combien ton portefeuille est gagné. Mais tu sais, tu dis, moi j'ai une action, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. C'est juste pour gérer ton wallet. Donc tu dis, moi j'ai 10 actions Apple. Hop, puis là, tu vois ta courbe changer Ouais. au fur et à mesure des journées, comme si tu avais acheté 10 actions. Et tu aurais pu les acheter à ta banque, là, puis les suivre ici. Et moi, j'étais allé acheter en Facebook, une action Google, une action Apple, puis je voyais les trucs bouger. Là, tu vois tes gains, tes pertes. Et t'es rendu où, là? C'est fictif. Ça existe peut-être même plus. Je sais pas. T'as passé go. Je pense que j'aurais fait de l'argent, je pense, parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça. OK. Ouais, il y a peut-être 10 ans de ça, là. Ouais. Action Apple, action Google, action machin, ça valait pas cher. Et Ouais. puis après, vous avez tout le truc, vous avez la compte history assez. Oups, mince. Une fois que vous aurez fait des tradings, là, Ouais. tu auras dit ici tu as gagné, ici tu as perdu, tu as fait plus machin, moins machin. Donc c'est vraiment cool après pour review tous tes tradings, voir où est-ce que tu as pris, où est-ce que tu as pris la bonne position, où est-ce que tu as pris la mauvaise, machin. Je te suis. Et vraiment, moi c'est avec ça que je médite, quoi. Parfait. Non, c'est cool, je ne savais pas. C'est là. Excellent. Voilà. C'est belle. That's it, on wrap ça? Yes, merci d'être venu, d'avoir affronté le froid. C'était Crypto de Montreal 23. Alors, il va faire plus froid que Là, on va geler, j'étais encore en vélo. Fait que voilà, merci beaucoup d'être là, puis on se dit dans 2 semaines. Peux-tu parler de l'autosell? Ceux qui minent ou ceux qui reçoivent des transactions, genre un commerçant. Tu vas en parler en fait. Un commerçant qui vend des produits en bitcoin. Mais lui, il ne veut pas garder ses bitcoins, il a peur que ça bouge trop. Ben, il y a des plateformes qui te permettent d'activer l'autosell. Donc dès que tu as de l'argent qui rentre sur la plateforme, automatiquement aller échanger. Donc tu mets des Ethereum, automatiquement le convertir en bitcoin. Donc tu mets du bitcoin, automatiquement il te le convertir en US. Ça, il faut avec un simple serveur qu'il faut voir. Non, c'est... je vais prendre la... Je vais monter rapidement sur lui. Ouais. Moi je m'en sers pour le mining. Même maintenant, avec Ethereum qui est bas, tu le mets Bah oui, pas parce que dans sinon notre je le set. conserve. Bah là je l'ai pas activé, en ce moment il n'est pas activé, mais sinon je conserve mon Ethereum pendant qu'il continue de baisser. Ouais. Autant que je l'échange tout de suite. Donc là je l'ai pas, mais dans les Steam, je crois. Du hodl. L'autosell. Donc là on peut activer l'autosell ou pas. En ce moment je vais être face au Zcash, je vais pas faire ça, etc. Donc là automatiquement, dès que ma balance de Zcash va être suffisante pour placer un ordre, il va le placer. Donc ça Ok. va être au prix du marché. Alors ça veut dire que quand tu mines, ce que tu reçois, ça va directement là-dessus ou ça va Ouais. Moi mes revenus, ma pool me paye directement sur Bitrex. Ah, c'est pour ça. Et Bitrex, automatiquement l'échange D'accord. en argent. C'est ok. Donc Je comme suis. ça, je garde, je suis payé en Zcash par exemple, mais je garde mon argent en Bitcoin. Et j'ai pas besoin à chaque fois que je suis payé de me connecter, de dire ok je veux l'échanger. Ça c'est bon quand le coin que tu mines descend par rapport à Bitcoin ou à US. Donc tu l'échanges. Quand le coin remonte, bah là tu le conserves. Parce que tu veux le vendre manuellement quand tu penses que c'est bon. OK. Est-ce C'est que, plus cher la transaction, mais est-ce que cette fonction est disponible avec Kraken? je crois pas. Je l'ai pas trouvé ça. C'est pour ça que j'utilise Bitrex. C'est juste pour ça. Je ne sais pas. Ah, OK. Je comprends. Très cool. Alors c'est cool pour les mines. Mineur ou un commerçant. Oui. Quelque chose. Ou tu vends ta voiture et tu es payé en bitcoin, tu veux des US à la fin. Tu mets l'autosell, tu dis paye-moi sur mon truc, clac, tout de suite, tu as tes dollars US. Prends pas le risque que le truc il crache le temps que tu retournes chez toi. OK. Thanks. Cool. That's it? C'est vrai, on wrap ça. Bonne soirée à tous. Ah, ça va être cool.